Et merci à Coralie Guillaume qu'on retrouvera évidemment dans notre émission parce que ça va être la une de l'actualité encore. Ces crues qui n'en finissent pas. Bonjour Eric. Bonjour Magali. Bienvenue dans notre émission avec à la une, vous l'avez compris, toujours ces intempéries qui frappent une bonne partie de l'ouest de la France. 3 départements restent en vigilance rouge aux crues. La situation est toujours critique. Et après des jours et des jours, les pieds dans l'eau, des élus laissent éclater aujourd'hui leur colère. L'État, non seulement, selon eux, les a abandonnés, mais les a aussi sacrifiés. En Gironde, ils sont nombreux à affirmer que Bordeaux a été préservé au détriment de leur campagne. 2 maires seront en direct avec nous. Ils pourront nous expliquer pourquoi ils sont en colère donc aujourd'hui. Dans cette émission, nous recevrons le journaliste économique Martial You, journaliste chez nos confrères d'RTL. Il publie un livre consacré aux dindons. Qui sont les dindons ? Eh bien, c'est peut-être vous. Ce sont les Français qui sont matraqués fiscalement. Vous savez, ils sont pas riches, ils sont pas pauvres, ils sont pas aidés socialement, ils sont au milieu. Ce sont les actifs, pour faire simple, qui portent sur leurs épaules, à travers les cotisations, l'impôt sur le revenu, les taxes qu'ils paient, qui portent tout le poids de la nation, de la République. Les dindons. Êtes-vous un dindon ? Il va nous parler un petit peu de ces Français qui n'en peuvent plus, qui sont à bout. Voilà, Martial You, ce sera dans la dernière partie de l'émission. Et puis, coup de bluff ou coup de pression, Donald Trump donne 10 jours au régime des mollahs pour trouver un accord. Sinon, il frappera l'Iran. Faut-il croire le président américain, lui qui est un habitué des ultimatums? Les médias américains, eux, en tout cas, en sont persuadés. Les premières frappes pourraient avoir lieu dès ce week-end. On fera le point, bien évidemment, avec nos spécialistes. C'est parti. Et sans plus attendre les crues qui continuent à perturber la vie dans de très nombreux départements. Ne pensez pas que ça baisse partout, ça n'est pas vrai, même si la météo est plutôt clémente pour les jours à venir. On va parler par exemple de la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, le 44, a été à son tour placé en vigilance rouge. Et pour l'instant, il reste 3 départements en France qui sont en alerte maximale, avec toutes les conséquences que cela implique. Vous les connaissez, ces conséquences. Routes impraticables, perturbations dans les transports. Quand vous voyez ces images, vous comprenez à quel point les perturbations sont terribles et définitives dans les transports. Et puis surtout des évacuations d'habitants. Nous sommes en duplex avec Brandon Warret et Florian Paume. Notre équipe est dans le département de la Charente-Maritime, dans une commune qui s'appelle Chaniers. Et c'est une commune que je ne connais pas, mais en tout cas, je vois les images et j'ai l'impression, Brandon, que vous êtes littéralement pris au piège comme les habitants de Chaniers. Bonjour Magali, bonjour Eric. Effectivement, regardez ces images, elles parlent d'elles-mêmes. Un dégât impressionnant. Nous sommes dans une toute petite ville de 3500 habitants. Beaucoup ont été évacués face à cette montée des eaux. Vous le voyez sur cette séquence. Vous vous dites, où sommes-nous ? Sur un fleuve, sur une rivière, dans un lac ? Non, nous sommes bien dans un espace de loisirs avec une route départementale à côté. Et là, ce que vous voyez en ce moment, Eric, c'est un restaurant complètement bloqué par les eaux. On voit juste ce toit. C'est 4 mètres de hauteur. Imaginez quand même beaucoup de dégâts. Nous sommes justement avec le maire de cette commune. Bonjour monsieur. Là, on voit ensemble, on assiste à ces dégâts impressionnants. Oui, tout à fait. Vous voyez, la guinguette du camping est complètement détruite, complètement soulevée par l'eau. Daisy, vous êtes la belle-fille du propriétaire du camping à côté, complètement inondé également. Quand vous voyez ces images ensemble en ce moment, en direct sur LCI, vous êtes dans quel état d'esprit ? C'est très triste étant donné qu'il y a beaucoup de travail tous les ans qui est mis dedans pour renettoyer, remettre en marche pour l'été. Ça fait une grosse partie de notre vie également vu qu'on fait partie du travail. Mais voilà, c'est triste. Johan, vous êtes policier municipal. Vous êtes engagé pour aider les sinistrés depuis de nombreux jours. Là, les dégâts sont impressionnants et cette eau qui monte petit à petit malgré ce beau temps à midi. Eh oui, ça n'arrête pas. On essaie d'aider comme on peut, mais c'est pas facile. En tout cas, on vous souhaite bon courage à tous les 3. Les prochaines heures seront précieuses, les prochains jours également. Et puis la Charente qui vient d'atteindre 6,51 m à midi. Et ce qu'on craint particulièrement ici, Magali, Eric, c'est l'eau qui est présente en ce moment à Angoulême, à 50 km, et qui va commencer à se déverser dans les prochaines heures sur cette commune. Et donc forcément, la conséquence, c'est une montée des eaux qui pourrait être imminente.
Ils sont pas sortis effectivement de cette situation terrible, image terrible que vous nous montrez avec Florian Pau. Merci beaucoup Brandon. L'eau qui est au niveau du fait du toit. Et témoignage extrêmement précieux. Merci beaucoup. Autre département en vigilance rouge, le Maine-et-Loire. La situation sur place se dégrade encore. Les habitants doivent se préparer à vivre encore une fois des jours assez difficiles. Léana Boll et Justina Poucaïté, donc vous êtes alors précisément à Briolet. Racontez-nous, vous, ce que vous vivez. Quelle est la situation sur place ? Oui, forcément, ici, la situation, comme vous dites, se dégrade. Certains habitants qu'on a rencontrés ont décidé de partir. C'est le cas d'Arnaud avec qui nous sommes. Pourquoi est-ce que vous devez évacuer aujourd'hui ? Montrez-nous, qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple. On a 80 cm dans la maison, donc toute la partie basse aujourd'hui est inondée. Et on prévoit une remontée des eaux sur 2 jours, à peu près une quinzaine à vingtaine de centimètres. Donc là, nous, on va évacuer en fait l'intégralité de la maison en fin de journée. Et puis nous également, bien évidemment, on va déménager au passage. Racontez-nous un peu, ce n'est pas censé ressembler à ça du tout. Non, normalement c'est ce qu'on appelle la basse vallée. Ce sont tout un tas de prairies qui sont inondables l'hiver, mais le niveau est particulièrement élevé cette année et elles sont venues effectivement encombrer l'intégralité des maisons qui bordent le lit de la Sarthe. Merci beaucoup Arnaud. En tout cas ici, plusieurs habitants ont décidé de partir. Ils sont en train encore d'évacuer derrière nous. À quelques kilomètres d'ici, il y a aussi une autre ville. L'État a demandé à ce que les habitants soient évacués parce qu'ici, l'eau continue d'augmenter. On attend jusqu'à 6,80 m. Merci Léana Boll. Mesdames, Messieurs, on va y revenir à 12h15 sur ce sujet des aléas climatiques, comme on dit pudiquement maintenant, parce que un gros débat se pose. Y a-t-il eu en France, dans l'ouest de la France, une volonté politique de vider les bassins en amont des villes, en gros d'inonder les campagnes, d'inonder les paysans, d'inonder la France rurale et crotteuse, pardonnez-moi, au profit des villes? A-t-on choisi d'inonder les campagnes pour éviter les villes? Si c'était le cas, ce serait quand même une information majeure et nous allons nous poser la question et surtout nous serons avec des élus dans un instant qui disent et qui défendent cette idée, enfin qui la défendent, non, qui disent c'est le choix qui a été fait par nos politiques et qui s'en offusquent, mesdames, messieurs. Deuxième sujet de l'actualité, c'est cet hommage prévu à Quentin de Ranc. La marche prévue demain après-midi, demain samedi à Lyon, aura-t-elle lieu? C'est toute la question. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, appelle à son interdiction. En revanche, le ministre de l'Intérieur est favorable, lui, au maintien de cette marche, une marche qui serait, selon lui, encadrée sous haute sécurité. Écoutez donc le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Effectivement, une manifestation qui a été déclarée, comme vous l'avez rappelé, donc en hommage à Quentin par un particulier, mais il y a effectivement un certain nombre de structures qui appellent à ce rassemblement. Je ne peux interdire une manifestation quand il y a des risques majeurs de troubles à l'ordre public et que je ne suis pas en mesure de le contenir. Je ne demande pas l'interdiction de cette manifestation. Donc elle se déroulera Elle sera encadrée pour éviter tout trouble à l'ordre public. Voilà, il parle au futur, le ministre de l'Intérieur, mais on attend toujours donc la décision officielle de la préfecture. Cette marche pourrait rassembler plusieurs milliers de personnes. Justement, on va se rendre devant la préfecture du Rhône. C'est là où la décision doit intervenir dans les prochaines heures. Pierre-Olivier Dantan et Lila Bradrinat, vous êtes donc sur place. Quels sont les risques précisément pour l'organisation de cette marche ? Eh bien Magali, vous venez de le dire, cette mobilisation annoncée, elle pourrait réunir 2 à 3 000 personnes demain dans les rues de Lyon. Et ce que l'on sait, c'est que des appels à la mobilisation circulent déjà activement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des boucles Telegram, WhatsApp, appartenant à des sphères d'extrême droite à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Ce qui laisse craindre aux autorités la présence d'individus potentiellement violents et dangereux. Ce qui se passe également, c'est que la crainte que des militants d'ultra-gauche ne soient présents, ne se manifestent simultanément et entraîne des altercations avec des militants de l'ultra-droite, parce que l'on sait, c'est que plusieurs organisations d'extrême droite ont d'ores et déjà annoncé leur participation à cette mobilisation, à Action française, le collectif Némésis. Je termine enfin avec cette information. C'est la fin du parcours demain qui risque de poser un souci, le passage par une voie particulièrement étroite, le long d'une voie ferrée, là où Quentin a été lynché à mort, cette rue, et qui soulève des interrogations en matière de sécurité, évidemment pour les participants de cette mobilisation, mais aussi pour les riverains ainsi que pour les commerçants du secteur.
Merci Pierre-Olivier Dantan, merci à vous. La France insoumise, en tout cas, comme d'ailleurs le Rassemblement national, appelle à ne pas se rendre à cette marche demain à Lyon. Manuel Bompard, pour la France insoumise, a demandé clairement son interdiction. Jordan Bardella, de son côté, recommande de ne pas y participer. Écoutez-le. D'abord la volonté de la famille, qui est d'après les mots de l'avocat qu'il n'y ait pas d'expression politique à l'occasion de ces différents rassemblements. Il y a plusieurs rassemblements qui sont prévus partout en France, dont beaucoup dont nous ne connaissons pas les organisateurs. Et donc comme nous l'avons toujours fait, le Rassemblement national ne participe pas à des manifestations avec lesquelles nous n'avons pas de lien direct avec les organisateurs. L'enquête maintenant, 7 personnes ont été placées, ont été mises en examen, plus précisément hier soir 6 pour homicide volontaire et le dernier pour complicité. Ce dernier s'appelle Jacques-Élie Favreau, il a 25 ans, vous le voyez ici sur une photo qui a été prise hier. Il est l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. Il a aussitôt été placé en détention provisoire. Florian Ferraud. Jacques-Élie Favreau, placé en détention provisoire, vient de passer sa première nuit en prison. L'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud est mis en examen. Monsieur Favreau a été mis en examen du chef de complicité de meurtre. Confirme qu'effectivement, monsieur Favreau n'a pas donné de coup direct susceptible d'avoir causé le décès de monsieur Derenque. Il ne s'agissait absolument pas d'un guet-apens, mais bien d'un affrontement. Une théorie confirmée par Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, ce matin. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un guet-apens. C'est une rixe entre deux groupes. Mais les deux groupes étaient là pour se battre. Et Thomas Soto qui s'est terminé par un homicide volontaire. C'est comme ça que l'a qualifié la justice. Le parquet a requis la mise en examen pour homicide volontaire de 6 suspects. Parmi eux, un autre proche de Raphaël Arnaud. Toutes les personnes mises en examen sont jeunes, âgées de la vingtaine. 2 d'entre elles refusaient de s'expliquer. Les autres reconnaissaient leur présence sur les lieux. Et certains admettaient avoir porté des coups à Quentin Derenque. En revanche, ils contestaient tous une intention homicide. Objectif désormais pour les 3 juges d'instruction saisis, affiner les responsabilités de chacun et retrouver les autres protagonistes ayant pris part aux violences. Voilà, et puis on en revient maintenant à un événement historique qui s'est déroulé hier en Grande-Bretagne, l'arrestation d'un membre de la famille royale, Andrew. Le frère du roi Charles a donc été placé en garde à vue quelques heures dans le cadre de l'affaire Epstein. Regardez d'ailleurs cette photo. Regardez cette photo de lui sortant du commissariat. Une photo assez saisissante d'un prince déchu. Nous sommes en duplex avec Thomas Misraki, notre journaliste, et Antoine Durand. Vous êtes tous les deux à Londres. Alors Thomas, Andrew a été libéré donc de cette garde à vue, à l'issue de cette garde à vue. Mais on l'imagine aisément, le choc doit demeurer immense en Grande-Bretagne. Oui, je voudrais commencer avec des images, Eric, si vous me le permettez, un déluge non pas d'eau comme en France, mais de touristes pour assister à la devant le palais de Buckingham, peut-être de quoi mettre du baume au cœur du roi Charles III après ces plus de 24 heures relativement tendues pour lui et l'ensemble de sa famille. Vous l'avez dit, son frère a été arrêté, il a passé une dizaine d'heures en garde à vue hier, a été libéré hier soir et a pu dormir chez lui. Mais évidemment, ce matin, toute la presse anglaise, toute la presse internationale revient sur cette photo à la une de tous les journaux, photo de l'ancien prince Andrew dans une voiture avec des policiers à l'issue de sa garde à vue. Vous voyez le titre Downfall, ça veut dire la chute. Eh bien, c'est ce que les Britanniques ressentent ici, qui sont en train de vivre en direct sur toutes les chaînes info, la chute de cet ancien membre éminent de la famille royale. Alors évidemment, la plupart des gens à qui nous parlons nous disent que c'est une bonne chose, qu'il fallait que ça se passe, qu'il doit répondre de ses actes et être considéré comme un citoyen comme les autres. Mais cette affaire, eh bien, risque aussi de peser sur la popularité de cette famille royale qui est accusée ici par certains d'avoir protégé ce même Andrew pendant trop longtemps. Merci Thomas Misraki, merci à tous. Dans un instant, c'est les premiers débats de Brunet sans filtre et c'est une question à laquelle il faut que l'on réponde car les gens, les Français qui habitent dans les campagnes, dans les zones rurales, dans les petites communes ont le droit de savoir, y a-t-il une politique publique qui privilégie les villes aux campagnes? A-t-on délesté les grandes réserves d'eau dans les campagnes pour ne pas que l'on touche les villes? C'est peut-être un choix qui a été fait politiquement, mais ça irait mieux si on le disait de façon très officielle.
un maire accuse. Il sera avec nous dans quelques instants. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, le débat est extrêmement simple. Coralie Dioum, bonjour. Bonjour. Spécialiste de questions météorologiques. Pascal Perry, qui a un événement très tranché sur notre débat d'aujourd'hui. Bonjour, Eric. Isabelle Saporta, Nivine Potros, Magali Lunel. Les amis, le débat est extrêmement simple. Y a-t-il en ce moment en France une volonté d'inonder les campagnes pour préserver les villes? C'est ce que certains prétendent. Il y a des réservoirs, des lacs, des retenues lacunaires, c'est cela, merci Pascal. Et donc, non, collinaires. Collinaires, voilà. Là, oui. Donc il y en a un peu partout de ces retenues. Est-ce qu'on les a délestées, choisissant d'inonder les campagnes pour éviter d'inonder les grandes métropoles? C'est la question qui se pose, et beaucoup dans nos territoires ruraux s'agacent et même se mettent en colère sur cette question. Effectivement, il y en a beaucoup qui s'expriment depuis quelques jours face à ces images et face à leur situation quotidienne. Vous l'imaginez bien, avec des jours et des jours et des jours, les pieds dans l'eau, sans transport par endroit, avec des routes totalement coupées de la circulation et puis des habitations totalement vidées, leurs habitants qui ont dû être évacués en urgence. On va se rendre justement auprès d'un élu grâce à l'une de nos journalistes, Raphaël Orenbuch. Bonjour. Vous êtes-vous précisément à Bassans, en Gironde? 2 digues, là où vous vous trouvez, on le voit d'ailleurs sur vos images derrière. 2 digues ont cédé face à la puissance des eaux. Et vous êtes en compagnie du maire de la ville ? Tout à fait, on se trouve à Bassans, c'est une petite commune du sud Gironde, une commune de 150 habitants. Ici, c'est très impressionnant, vous allez le voir sur ces images. La digue, donc une très longue digue, il y a 2 brèches dans cette digue. La digue qui a donc cédé face à cette crue exceptionnelle. Le maire avec qui je me trouve me le disait, on a rarement vu ça puisque les inondations, finalement, les crues, elles sont de plus en plus impressionnantes. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, qu'est-ce qu'on voit là aujourd'hui ? Écoutez, en fait, on s'attendait pas à cette crue qui est exceptionnelle comparée à février 2021. En fait, voilà, la puissance de l'eau a surversé sur les digues. Alors, je vais vous faire un rappel, la communauté commune gère 28 km de digues. Aujourd'hui, elles sont très bien entretenues, mais malheureusement, avec la puissance des eaux et la montée des eaux qu'on vient de connaître, voilà, ça crée ce genre de situation qui est très critique. Voilà. Vous dites que les digues sont très bien entretenues. Il y a un débat aujourd'hui. Certains maires accusent l'État, reprochent à l'État de les avoir complètement abandonnés sur cette question de la GEMAPI, de la gestion des digues. Justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors aujourd'hui, la contrainte qu'on rencontre, c'est que pour réparer cette digue, l'État nous impose des études qui coûtent extrêmement cher. Donc moi, ce que je demande, c'est que l'État nous accompagne sur ce volet. C'est très important pour nous parce que ça va nous coûter beaucoup d'argent, d'accord ? Bon, il y a une taxe GEMAPI que tout le monde connaît, mais nous notamment sur ce dossier-là des études, il faut vraiment que l'État vienne nous accompagner parce que ça va être très compliqué. Aujourd'hui, vous avez l'impression que les campagnes sont abandonnées, que la ruralité est délaissée au profit des villes, finalement, c'est ce qui se dit un peu aujourd'hui. C'est un vaste sujet, un vaste débat. Aujourd'hui, malheureusement, on le voit, on a des administrés qui sont dans les difficultés. Je ne rentrerai pas là-dessus aujourd'hui, mais voilà, il faudrait qu'on le mette sur la table à un moment donné, forcément. Voilà, donc ici à Bassans, vous le voyez derrière moi, près de 200 hectares ont été inondés sur les 280 hectares de la commune. La décrue est amorcée. Les prochains jours vont donc être aux opérations de nettoyage et de déblayage. Bien. Merci beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas abordé le thème que je voulais traiter avec vous, qui est celui de ces zones qui ont été inondées volontairement par la puissance publique. Vous l'avez entendu, le maire. Au profit des villes. Oui, le maire a touché du bout des doigts ce thème. Mais on va poser la question à tous ceux qui sont autour de nous dans les prochaines minutes. Moi, je veux qu'on apporte une réponse sur ce thème. Est-ce qu'on a volontairement délesté, dans les campagnes, pour éviter de toucher les citadins? Voilà la question qu'on se posera. Nivine Potros, avant tout, faut qu'on parle de ces digues. De ces digues qui ont pété, tout simplement, qui n'ont pas supporté la pression. Pour quelles raisons ?
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, l'État a arrêté de financer totalement l'entretien et la réparation des digues. En échange, eh bien, les autorités ont laissé les maires lever une taxe de 40 € par habitant et par an, mais évidemment, eh bien, ce n'est pas assez dans certaines communes, comme on vient de le voir. Résultat, eh bien, ces digues non entretenues, elles ont tout simplement lâché. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 kilomètre de digue, ça coûte 1,8 million d'euros. Je vous répète ce chiffre. 1 kilomètre de digue, 1,8 million d'euros. En fait, si on reprend cette taxe, il faudrait 45 000 habitants au minimum pour financer 1 kilomètre de digue. Bien évidemment, ce n'est pas possible dans les toutes petites communes. Beaucoup, eh bien, d'élus reprochent en fait à l'État d'avoir réalisé un transfert de compétences sans concertation et puis évidemment sans compensation financière. Alors ça c'est le côté... On n'est pas du tout dans mon débat, c'est-à-dire que l'État a fait le choix d'inonder les campagnes, mais en revanche, on est dans un débat très intéressant, c'est que l'État a fait le choix de ne pas financer, finalement, ni d'aider les communes à financer les digues. Donc, oui, l'État a plus un rond, donc il transfère les compétences et il transfère l'absence de sous. C'est toujours pareil. Hein. C'est toujours la même histoire. C'est aussi un débat assez scandaleux. Hein. Mais les deux sujets se rejoignent. Il y a un élu local qui fait une comparaison qui est assez parlante. Il dit c'est comme si on avait remis une maison sans porte, avec des trous dans le toit, et qu'on nous reprochait de ne pas pouvoir y vivre. C'est un cadeau empoisonné. Et ce cadeau empoisonné, eh bien, de très nombreux élus l'ont malheureusement reçu en 2018. En France, on compte 9000 kilomètres de digues. C'est énorme. Toutes les villes ou presque sont concernées. Si on voulait les renouveler, les rénover, eh bien, ça coûterait près de 14 milliards d'euros selon l'Association des maires de France. Imaginez juste Aurélie, vous voulez intervenir sur le sujet ? Oui, parce qu'une digue pas entretenue, Nivine, c'est une digue qui va lâcher, dans tous les cas, à cause de l'érosion, à cause des infiltrations, à cause de la végétation qui va reprendre le contrôle sur cette digue. Donc c'est une digue qui va se fissurer à cause des infiltrations, et donc c'est une digue qui va lâcher. Or, ça coûte extrêmement cher, mais c'est indispensable, d'autant qu'il y a un autre paramètre qui vient s'ajouter à celui-ci, c'est qu'elles ne sont plus adaptées au réchauffement climatique. Elles sont plus adaptées aux nouvelles quantités, densités de pluie. Elles sont plus assez hautes. Elles sont plus assez hautes, elles sont plus assez fortes, parce qu'il y a une pression telle, si la moindre fissure, ça lâche. Alors, on peut imaginer d'ailleurs, on peut imaginer que les images qu'on a vues avec notre correspondant tout à l'heure, Raphaël Orenbuch, de cette digue qui a lâché en Gironde, on peut imaginer que c'est ça, hein, une digue qui n'était pas forcément entretenue, qui n'était pas... Exactement. Il y a un autre paramètre, parce qu'on parle du coût, mais pourquoi certains élus pensent qu'on inonde volontairement les campagnes pour protéger les villes? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas libres. Les élus, ils ont les pieds et mains liés parce que si ils veulent construire des digues, ils doivent obtenir des autorisations, des permis, réaliser des études. Et quand bien même tout ça est réalisé, eh bien, ils n'ont pas forcément l'autorisation de faire des digues aussi haute qu'ils le souhaiteraient. C'est pour ça aujourd'hui que certains disent c'est la faute de l'État si nos villes sont inondées. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas laissé faire, ou alors au contraire, vous avez délibérément laissé le réseau de digues se délabrer pour que ce soit nous, petites villes de campagne, qui soyons impactées et pas les grandes centres. Merci Nivine Fausse. Isabelle, je vous passe la parole et également vous, Pascal, parce que ce sujet est crucial, vous avez compris à quel point j'ai envie d'avoir des réponses. Mais on vient de me dire à l'instant qu'on est avec Alain Tabonne en ligne, on va le prendre. Il est maire de Cubsac-les-Ponts. Cubsac-les-Ponts, ça doit être en Gironde, Cubsac-les-Ponts. Affirmatif. En Gironde, voilà. Bonjour, monsieur le maire. Vous faites partie de ceux... Messieurs, dames. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous faites partie de ceux qui se grattent un peu la tête et qui se disent, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté publique, de politique publique, de délester dans les campagnes le trop-plein d'eau pour éviter qu'on touche Bordeaux ou les grandes villes? C'est bien ça, monsieur le maire?
Alors tout d'abord, je veux apporter tout mon soutien à mon collègue maire et à ses administrés qui viennent passer juste avant. Je crois que le problème, on peut pas le prendre par ce bout-là. Il s'avère que l'État, et votre journaliste l'a fort bien résumé, en 2018 a transféré cette compétence directement aux communautés de communes. C'était une bonne chose de demander aux élus locaux de s'occuper des digues, mais il fallait en donner les moyens. C'est pas une taxe de 40 € par foyer qui nous permet de financer ce genre de choses. Je prends ma commune de Cubzac-les-Ponts, on est une commune rurale. Nous avons 3 kilomètres de rive sur cette commune, avec une partie agricole et rurale, et nous avons un petit port. Au niveau uniquement de la partie à préserver par rapport aux habitations, on a un peu moins d'1 kilomètre. Un peu moins d'1 kilomètre, on en a pratiquement pour 1 million d'euros pour entretenir et restaurer. Donc les communes, au niveau de l'intercommunalité, nous sommes 16 communes et il y a 24 kilomètres de rive. Donc, on est 38 000 personnes, on est bien loin de pouvoir boucler le budget annoncé. Ce n'est pas possible. On veut bien s'en occuper, mais il faut nous donner les moyens financiers de s'en occuper. Monsieur le maire, il y a ce côté-là où vous êtes abandonné, dites-vous, par l'État. Il y a votre adjointe qui affirme même que vous êtes sacrifié. Elle le dit dans le Figaro. Et je voulais savoir si vous étiez d'accord avec son constat. Voilà ce qu'elle dit. L'État refuse qu'on augmente la hauteur de la digue pour éviter que le risque se reporte en aval et que les inondations aient lieu à Bordeaux. C'est une catastrophe. On inonde les ruraux pour protéger les citadins. Est-ce que sur notre antenne, vous pourriez dire la même chose ? Je ne partage pas ce point de vue. Lorsque je finis mon 3e mandat, et ça fait très longtemps que je participe à ce genre de réunion, et effectivement, on entend ces zones de bassin de rétention qu'on pourrait nommer sur notre département. Il faut savoir que de plus en plus, le monde agricole, des fois, a été, et notamment notre commune, on est une commune viticole, il a fallu arracher des vignes, et c'est le cas sur beaucoup de communes de la Gironde, il a fallu arracher des vignes. Il se trouve qu'on se trouve avec des zones naturelles et agricoles qui ne peuvent pas passer constructibles. Et c'est dommage parce que ça aurait pu servir à... Non, mais monsieur le maire, j'entends ce que vous dites, mais le temps est compté. Répondez sur cette question précise que vous a posée Magali Lunel à l'instant et qui rebondit sur ce qu'a dit votre adjointe. Elle dit l'État a sciemment fait le choix de sacrifier les campagnes, la vôtre et d'autres, pour préserver Bordeaux ou pour préserver les villes. Oui ou non ? Vous dites non, vous n'êtes pas en accord avec votre adjointe. Je vous ai répondu à cette question. C'est une vision particulière. Ça a été répandu par des partis politiques, mais ce n'est pas la réalité. Attendez, Alain Tabonne. J'entends. Restez avec nous. C'est un débat. Pascal Perry, je vous pose la question et vous étiez assermenté au début de l'émission sur ce sujet. Je ne crois pas. D'abord, tout à l'heure, vous demandiez est-ce qu'il y a une volonté ? Non. Mais il y aura une volonté de qui ? Pardon. De rien. Il y a de la puissance publique de dire protégeons 500 000 habitants au détriment de 10 000. Regardez la configuration, puisqu'on a des images là. Vous êtes à la campagne. En général, l'eau des rivières ou des fleuves affleure la berge. Il n'y a pas d'aménagement en tant que tel. Et donc, ce sont des zones qui sont plus facilement inondables. Le passage des fleuves ou des rivières dans les villes est maçonné. C'est-à-dire qu'il est organisé au fond. Et donc, l'organisation, c'est de la régulation. On peut mieux gérer le passage de l'eau à Paris, par exemple, qu'en amont sur la Seine. Quoique, puisqu'on prend cet exemple de la Seine, nous avons dans le département de l'Aube, dans la région de Romilly, notamment, ou de Troyes, une série de lacs, un petit chapelet de lacs, dont l'un est assez vaste, s'appelle le lac d'Orient, qui sert de rétention, de stockage, et donc d'outils de régulation. Mais à aucun moment, Éric, il y a une volonté de se dire tiens, on va sacrifier les campagnes au profit des villes parce que ça n'est pas vrai, parce que l'observation de la géographie, de la topologie donne déjà une réponse. Mais moi je tiens à dire quand même une chose, c'est que très bien, OK, vous êtes en train de dire c'est des partis politiques ou des complotistes qui disent cela. D'accord. Mais si j'étais ministre, il me semble que ce serait un projet, et pourtant je passe ma vie à défendre la ruralité. Mais si j'étais ministre, il me semble que c'est un projet que je pourrais défendre
On a voulu préserver 500 000 habitants à Nantes ou 300 000 à Angers ou bien 500 000 à Toulouse ou à Bordeaux. Et donc, on a fait le choix d'inonder des zones rurales. Pardon pour la ruralité, mais c'est mieux qu'avoir 500 000 habitants sous la flotte. Vous voulez dire mieux vaut avoir de l'eau dans les champs, c'est ça, qu'en ville? Enfin, j'imagine les arguments qu'aurait pu déployer un ministre en pareille circonstance, mais vous me dites que ça n'est absolument pas le choix qui a été fait par l'État. En tout cas, je vais vous dire, vous vous souvenez de la phrase de Rocard, quand il y a entre le complot et la bêtise, toujours choisir la bêtise, le complot nécessite de l'anticipation, beaucoup d'intelligence, et c'est très compliqué à mettre en place. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des inondations comme ça, il y a ces mêmes rumeurs. Dans Abbeville, il y avait eu en 2001 exactement les mêmes rumeurs. La rumeur d'Abbeville, La rumeur d'Abbeville, vous vous en souvenez, 2001, et c'était pour protéger Paris qu'on avait laissé inonder la Somme. Qu'est-ce que ça raconte, ce qu'a dit Nivine? Ça raconte quelque chose de très simple, ça raconte que l'État n'a plus un rond. C'est pas que l'État fait des complots, c'est que l'État n'a pas un rond. Donc il donne les digues aux autres à gérer, les digues qu'il n'entretenait pas déjà avant. Moi j'ai appelé tous les gens de la fluviale. Donc déjà avant il ne les entretenait pas. Du coup il se dit, tu sais quoi, ni vu ni connu, je file les compétences aux communes. C'est vrai Isabelle, mais il y a une logique. Si je peux me permettre je peux finir juste mon raisonnement, oui, bien Pascal sûr. Et donc, il a filé ça entre 2018 et 2024 aux communes, très bien, sans un rond, donc elles se retrouvent sans possibilité. Et pour rehausser ou pas les digues, là, c'est pas un grand complot, là, c'est toute notre politique environnementale. Donc, il y a un truc qui est, est-ce qu'on veut revenir sur la politique environnementale pour rehausser les digues? Parce que forcément, et là, je donne la parole effectivement à Pascal. Non, c'est vous qui faites, c'est parce que voilà, vous refusez. C'est moi qui distribue. C'est moi le patron. Attendez, Pascal, juste une chose. Elle n'est ni de gauche, ni de droite, ni d'en haut, ni d'au-dessus. Elle est spécialiste de météorologie. Coralie Dioum, avez-vous eu connaissance dans votre vie de spécialiste de météorologie, dans votre longue existence de professionnel, est-ce que vous avez eu connaissance de retenues d'eau, comme celle qui est du côté de Troyes, par exemple, en amont de Paris, que l'État, pour des raisons stratégiques qu'on pourrait comprendre, décide de délester dans les champs pour éviter l'inondation d'une grande ville, par exemple. Ça existait ou pas, ça? Non, mais évidemment qu'on préférera laisser l'eau couler sur une zone non urbanisée avec personne qui ne vit là que dans une zone où il y a une forte densité urbaine. Ça, c'est une évidence. Est-ce que ça se fait? Non, là où vraiment je rejoins Nivine et Isabelle, c'est le manque de moyens qui nous amène à ces images-là. C'est le manque de moyens parce qu'on ne s'adapte pas, malheureusement, au changement climatique. On est complètement à la ramasse. Et donc, quand on sait que 1 degré de plus de température, c'est 7 degrés, c'est 7% de plus d'humidité dans l'air. Donc, 1 degré en plus de température, 7% d'humidité de plus dans l'air. Tout ça, ça retombe comment? Ça retombe en précipitation diluvienne. On ne s'adapte pas. Quand on entend que on n'entretient déjà pas ce qui était en place, vous imaginez un peu si on parle d'adaptabilité. Donc il faudrait de l'argent pour rehausser les digues. Mais bien sûr, les entretenir déjà. Et les rehausser, bien évidemment, quand on voit les quantités diluviennes, quand on voit qu'on n'a pas encore atteint les pics de crue, qu'il a plu depuis le 14 janvier, qu'on s'est pris des quantités astronomiques d'eau sur la tête, on n'est pas, nos territoires ne sont pas adaptés. On ne veut pas croire ce que nos yeux voient. Ça, c'est vrai. On ne veut pas croire ce que nos yeux voient parce qu'on croit ce qu'on aime croire. Alain Tabonne, on pense que ça ira mieux l'année prochaine. Non, négatif. Ça sera pire. Alain Tabonne, vous qui êtes un élu, alors on le précise, vous êtes maire, mais vous ne vous représentez pas votre propre réélection, c'est important de le dire parce que on est dans des périodes de campagne électorale. Vous, est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que dans votre commune, vous auriez voulu construire des digues plus hautes, mais on vous en a empêché? Effectivement, il y a à la fois un côté législatif, mais il y a surtout un côté financier. Qu'on nous donne les moyens de les entretenir et on pourra le faire. Voilà. Mais on a besoin de soutien financier. Aujourd'hui, c'est pas autre chose. Il y a effectivement des zones de marais qui servent de bassin de rétention et c'est naturel. C'est la nature. Aujourd'hui, il y a des conditions. On a subi des conditions climatiques exceptionnelles depuis quelques semaines qui se reproduiront sans doute avec les changements climatiques. C'est bien pour ça qu'il faut donner les moyens financiers, j'insiste là-dessus, aux communes, aux élus locaux, aux intercommunalités, de manière à ce qu'elles puissent protéger leur population. Mais c'est pas une histoire de ville contre la ruralité.
C'est un vieux débat, c'est un débat complotiste, c'est pas le débat de demain. D'abord, aujourd'hui, il y a des sinistrés, il faut penser à ces gens-là, et ensuite, demain, il faudra préparer. Mais qu'on nous donne les moyens financiers, et les maires sont capables de s'occuper des digues. Bien. Monsieur le maire, juste une question. Est-ce que vous avez des habitations en zone inondable? Et si oui, combien ça représente? Alors, effectivement, la rue du Port, qui est une vieille structure, puisque Napoléon était passé par cette rue pour traverser la Dordogne et ensuite la Garonne pour aller sur Bordeaux. Donc, c'est une vieille structure de rue. Et ils ont toujours connu des crues. Au fur et à mesure des décennies, mon prédécesseur et au cours de mes mandats, on a protégé ce port. Mais aujourd'hui, on est coincé par la loi. On ne peut plus le faire. Il y a à la fois un problème législatif, et vous l'avez très bien dit, vous l'avez très bien défini. Il y a un problème législatif et un problème financier. Il faut que les services de l'État, les services à la fois compétents et du département, et également les maires se mettent autour d'une table. Mais il faut qu'on nous donne les moyens financiers de pouvoir gérer une commune. Merci Alain Tabonne, maire de Cubsac-les-Ponts dans le département de la Gironde. Si je résume, Coralie Dioum, donc les gens qui disent on a délesté des retenues d'eau en amont des villes pour inonder les campagnes plutôt qu'inonder les citadins, ces gens-là sont des complotistes, ou en tout cas des gens victimes d'un discours complotiste. Voilà. Et en revanche, ceux qui disent que l'État se contrefout totalement de l'entretien des digues en France en disant c'est aux mairies de le faire, on vous donne pas de rond, mais débrouillez-vous. C'est aux mairies de le faire. C'est aux mairies de le faire. En tout cas, ceux-là ont raison. Mais ça veut dire que c'est pire, hein, parce que si c'était juste un robinet qu'il n'aurait pas fallu ouvrir, et ben finalement, on s'en serait sorti mieux. Non, mais vous n'allez pas demander à la mairie de Clermont-Ferrand, où il passe pas ni rivière ni fleuve, vous n'allez pas lui demander de financer la construction des barrages ou des digues des bords de la Garonne. Enfin, ça tient pas debout. Ouais. Voilà, donc que ce soit décentralisé, c'est une bonne idée. Mais il faut du pognon. Il faut du pognon. On en revient toujours au même. Important, Coralie Dioum, 13h30, votre météo complète, un peu avant d'ailleurs, 13h25, pour savoir à quoi s'attendre les prochains jours. Les crues, malheureusement, ça va être long pour que l'eau puisse quitter les habitations, mais on saura tout grâce à vous. À tout à l'heure, merci beaucoup. Vous restez avec nous, on fait une pause de quelques minutes. On va revenir sur cette marche en hommage à Quentin Derenque, tué la semaine dernière, vous le savez. Est-ce que cet hommage, cette marche demain, pourra-t-elle avoir lieu? C'est la question qu'on se pose dans un instant. À tout de suite. Mesdames, messieurs, on a été surpris par ce petit retour. Ça arrive, c'est autre chose. Non. Et parce qu'on continue de parler pendant la publicité, on continue de préparer l'émission. Oui, ça se passe bien. L'onde de choc, mesdames, messieurs, l'onde de choc consécutive à la mort de Quentin Derenque n'en finit plus. Elle va sans doute affecter d'ailleurs la vie politique française et même les accords électoraux dans le cadre de ces élections municipales qui se profilent dans les prochaines semaines. Oui, effectivement, on attend une prise de position d'Olivier Faure, sans doute en direct d'ici quelques minutes. Que va faire le Parti socialiste? Ce matin, le PS, la direction du Parti socialiste, aurait donc tranché pour attention, Olivier Faure, il s'exprime justement en direct. Ça ne s'applique pas dès lors qu'on parle des insoumis ou de l'ultra-gauche. Donc il y a la nécessité de rester calme, de faire confiance à la justice et d'en tirer des conclusions claires le moment venu. Ensuite, il y a un second sujet qui est celui de la hooliganisation de la vie politique avec une forme de violence verbale, de violence qui s'exprime à tout moment. La stratégie qui est celle de la France insoumise, de tout conflictualiser à tort et à travers, et parfois de participer à la légitimation d'actions qui peuvent être violentes, même s'ils n'en sont pas les commanditaires. Et donc, ça suppose que, de ce point de vue, la France insoumise fasse son examen de conscience et qu'elle accepte de comprendre à un moment qu'on ne peut pas, à chaque fois, qualifier la terre entière de fascistes, y compris des gens qui sont à gauche et qui ont mené des combats qui ne les qualifient en aucune façon de fascistes ou de traîtres, et de considérer que la politique ne peut pas être un combat qui mène à une forme de violence verbale qui elle-même, à un moment, peut conduire à la légitimation d'actes de dégradation pour ce qui est le moins grave, jusqu'à la violence physique, ce qui là est très grave. Et on ne peut pas aujourd'hui, nous-mêmes,
donner le sentiment que nous cautionnons une action violente, même si, évidemment, je ne veux pas non plus adhérer à un récit qui est celui de l'extrême droite, qui cherche à elle-même se blanchir, se laver, alors même que chacun le sait bien, les actions violentes sont en général menées par les groupuscules d'extrême droite, nombreux en France, et qui cherchent évidemment à faire le coup de poing, se donnent rendez-vous, provoquent des rixes et sont les propagateurs d'une idéologie qui est en tout point contraire à ce qu'est la République. Et donc, je ne veux pas non plus qu'on laisse penser que désormais, par cette curieuse inversion, les antifascistes seraient devenus les nouveaux fascistes. Il y a des modes d'organisation, des modes d'action que je réprouve, mais je suis évidemment un antifasciste. Et nous sommes toutes et tous antifascistes. Et aucun d'entre nous ici ne peut tolérer cette idée que désormais l'extrême droite, Jordan Bardella en tête, instrumentalise un fait, un drame humain que tout le monde réprouve, pour en faire désormais un instrument de blanchiment et de légitimation de ce qu'est l'extrême droite. L'extrême droite, sa vocation n'est pas l'inclusion, c'est au contraire l'exclusion. Et quand on parle de Lyon, il faudrait parler des ratonnades qui se font à l'encontre de nos compatriotes qui sont d'origine étrangère et que nous ne pouvons pas tolérer ni accepter. Et donc c'est la raison pour laquelle personne ne peut mettre ni de signe égal, ni même considérer que d'un seul coup, il y aurait une forme de martyrologie qui pourrait naître à l'issue du meurtre de Quentin Durand et qui permettrait de dire que désormais le bon goût, le bon droit, la bonne façon de penser est à l'extrême droite. Ce serait une erreur totale, absolue. Et nous ne pouvons pas laisser faire en France ce que Trump a fait aux États-Unis, utiliser à un moment un fait tragique que nous devons condamner absolument, le transformer en instrument de légitimation de la parole de l'extrême droite. Ça n'est pas possible. Ce qui était pointé du doigt, c'était la proximité de LFI avec la Jeune Garde, dont certains ex-membres, puisque ça a été dissous, sont aujourd'hui mis en cause. Est-ce que cette situation-là peut faire revoir quand même les alliances? Mais vous aurez noté que nous n'avons jamais été soumis aux insoumis, que quand nous avons des décisions à prendre, nous les prenons à partir de nos seules ressources. Quand il a fallu se poser la question de savoir ce que l'on faisait par rapport aux différentes motions de censure, nous l'avons fait en conscience. Nous avons censuré Michel Barnier, nous avons censuré François Bayrou, après avoir cherché à discuter avec lui, mais sans succès. Puis nous avons travaillé pendant plusieurs mois sur le budget de la Sécurité sociale, puis le budget de l'État, qui ne sont pas nos budgets, mais nous avons considéré que ça ne méritait pas de censure pour des raisons qui sont liées au fait que, malgré tout, le pays doit avancer et que le moment où on remettra les pendules à l'heure, c'est l'élection présidentielle où nous nous présenterons et nous ferons notre propre, nous présenterons notre propre projet. Voilà. Donc, ça, nous n'avons jamais été à quelque moment que ce soit dans une situation où nous avons été sommés de nous aligner sur les insoumis. Nous ne l'avons jamais fait, nous ne le ferons jamais. Voilà. Autrement, nous serions déjà insoumis. Nous ne le sommes pas, nous ne le serons jamais. La question, et donc la question des alliances est une question que je trouve par ailleurs d'une façon indécente. On est en train de traiter de la question de la violence en politique, de la mort d'un homme, et je vois que tout le monde se jette sur la question de savoir ce que seront les alliances. Je vous l'ai dit, il n'y a pas eu d'alliance au plan national ni au premier tour, il n'y en aura pas davantage au second tour, et donc vous êtes parfaitement informés, et j'espère que cette question va à un moment trouver sa culture, en fait, et qu'on va pouvoir passer au sujet de fond et se poser la question de savoir ce que nous voulons faire de nos vies. Parce que les Françaises et les Français, plutôt que de rentrer dans une logique qui est une logique purement couper peut-être cette intervention d'Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, qui n'avait pas parlé. Ça fait d'ailleurs Renaud Pilat, bonjour. Bonjour. Isabelle Saporta avec nous. Renaud Pilat, c'est vous qui dénonciez le fait hier que le Parti Socialiste, depuis la mort de Quentin Durand, était assez discret. Bon, ça y est, il a parlé. Oui, c'est important cette prise de parole d'Olivier Faure, le patron du PS, parce que, si ce n'est hier, je dénonçais, en tout cas, je m'interrogeais, mais sans surprise, sur le silence du Parti Socialiste, qui évidemment est embarrassé par ce drame qui fait que, quelque part, et on le voit bien, et c'est le piège dans lequel tombe insidieusement le pays, me semble-t-il, c'est que chacun est désormais sommé de choisir quelque part entre deux camps, deux camps qui dérivent vers des extrêmes.
soit en gros vous êtes un fasciste, dit LFI, soit vous êtes un antifasciste, y compris en légitimant des actions violentes. Je suis désolé, le camp des fascistes, il n'y a pas un Français qui se met dans le camp des fascistes. Non, mais la majorité des Français. Vous m'avez compris. Non, mais vous m'avez... Hier, il y avait invité de David Pujadas sur notre antenne, il y avait l'historien de la démocratie, le grand Marcel Gauchet. Et Marcel Gauchet, à un moment donné, s'est tourné vers David Pujadas et lui a dit, enfin franchement, c'est bien qu'il y ait des antifascistes, mais il n'y a plus rien qui ressemble à du fascisme en France. Il n'y a rien, moi qui suis un spécialiste de la vie politique et il n'y a rien de fasciste stricto sensu, y compris au Rassemblement national. Donc aujourd'hui, il a un peu expliqué qu'être antifasciste en 2026, ça a beaucoup moins de sens qu'en 1930 en Italie. Non mais Eric, je termine là-dessus. Il n'y a pas de parti fasciste, bien évidemment. Le RN n'est pas du tout un parti fasciste. En plus, il cherche à se normaliser et à se dédiaboliser encore plus. Le drame de Lyon tragique est un accélérateur pour Jordan Bardella de sa normalisation. Parce que Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon se sont choisis comme adversaires pour 2027. Ils ont l'un et l'autre intérêt à être leurs adversaires. Donc le grand débat. On arrivait à ce qu'Olivier Faure dise je ne suis pas fasciste. Ouais. Mais vous voyez où on en est? Ouais. Non, je suis pas fasciste. Je suis antifasciste. Non mais donc la France tombe dans le piège et il faut dire stop. Ouais. La question là maintenant, c'est cette manifestation à Lyon demain. Je peux quand même juste juste rebondir là-dessus pour dire à quel point c'est un naufrage là, ce à quoi on vient d'assister. Pourquoi? Pardon, mais en fait, il veut quoi, Monsieur Faure? Vous avez compris vous ce qu'il voulait? À part dire à ses amis de LFI qu'on n'était pas fâchés et que bien sûr il était dans le camp du bien et que il a dit que ça allait des dégradations jusqu'à la violence physique. Enfin là, il y a un mort, c'est un peu plus que de la violence physique, non? C'est quoi ce naufrage là en direct? C'est-à-dire qu'on a eu Glucksmann impeccable, François Hollande impeccable en disant c'est pas possible, c'est insupportable. Et là, on a un gloubi-boulga du patron du PS qui, pour ne pas se fâcher avec la France insoumise, parce qu'il a les municipales dans la tête et qui se dit qu'il aura peut-être besoin des insoumis, est là en train de nous faire une espèce de gloubi-boulga pour dire je vous aime les insoumis, parce que c'est ça qu'il a dit là. Moi, je l'ai très très bien entendu. Et moi, je trouve que c'est pas tout à fait à la hauteur de son poste, en fait. J'ai entendu, est-ce que c'est confirmé qu'au Parti socialiste, on a dit... il se pourrait qu'au second tour, on ait besoin de nouer des accords dans certaines circonstances et certaines villes au municipal avec la France insoumise. Localement, oui. Et dans ce cas, on aura des accords, mais on leur demandera bien, êtes-vous bien contre la violence? Et si le candidat de la France insoumise dit, ah oui, j'aime pas la violence, alors l'accord sera possible. Naufrage. Est-ce que vous me confirmez que ça mais regardez, mais bien sûr. C'est la direction du Parti socialiste, effectivement, qui l'a dit ce matin. Des très rares occasions, ces autorisations d'accord seront autorisées à condition qu'effectivement il y ait une clarification sur la violence. Attendez, c'est épatant. Attention, est-ce que vous êtes d'accord et pas dans n'importe quelle ville? Regardez le débat. Attendez, on va pas parler en même temps, mais bon, allez-y, je vous en prie. Pardon, allez-y. Non, mais la marche. Regardez le débat à Marseille hier soir. Benoît Payan a dit, un débat chez nos confrères. Benoît Payan a dit, si Delogu, le LFI était en tête, je me retire. Donc là, ça contre le RN. Ça, c'est clair. Bah oui, Benoît Payan l'a dit. Jérôme Gage a dit la même chose, enfin tous. L'hommage à Quentin Deroc demain à Lyon aura-t-il lieu? Vous savez, une marche était organisée dans l'après-midi demain. Il y a le maire de la ville qui voulait son interdiction. Le gouvernement donne son feu vert. Est-ce que la préfecture suivra ce feu vert de Laurent Nunez? On verra, on attend dans les prochaines heures la prise de position de la préfecture. En attendant, donc Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, lui a tranché. Il ne réclame pas son interdiction. Ça peut avoir lieu, mais sous haute sécurité. Écoutez. Effectivement, une manifestation qui a été déclarée, comme vous l'avez rappelé, donc en hommage à Quentin par un particulier, mais il y a effectivement un certain nombre de structures qui appellent à ce rassemblement. Je ne peux interdire une manifestation quand il y a des risques majeurs de troubles à l'ordre public et que je ne suis pas en mesure de le contenir. Je ne demande pas l'interdiction de cette manifestation. Donc elle se déroulera encadrée, elle sera encadrée pour éviter tout trouble à l'ordre public. Marie, ce qu'on comprend entre les lignes, quand même, c'est que le ministre de l'Intérieur préférerait qu'elle ait lieu, cette marche, avec un tracé qu'on connaît, avec des moyens de sécurité importants, plutôt qu'elle soit interdite
mais que de part et d'autre, il y a des milliers de personnes qui viennent et qu'on n'arrive pas à les encadrer, quoi. Oui, parce que c'est ce qui se produit régulièrement lors de manifestations. On l'a vu plusieurs fois à Paris et Nunez le sait bien puisqu'il a lui-même été préfet de police de Paris. Quand les manifestations sont interdites, ça n'empêche pas du tout aux personnes qui ont envie de manifester de venir. Et effectivement, ça crée une difficulté pour les forces de l'ordre qui sont là quand même en prévention et qui doivent ensuite aller récupérer les groupes à droite à gauche qui s'éparpillent pour essayer de jouer au chat à la souris avec les forces de l'ordre. Le fait d'avoir un parcours déterminé, validé par la préfecture, un dispositif qui encadre, effectivement, c'est plus simple pour éviter les troubles à l'ordre public. Ce qu'on sait des renseignements, c'est qu'ils attendent entre 2000 à 3000 personnes, avec, nous dit-on, 600 à 800 membres de l'ultra-droite, et le ministre de l'Intérieur l'a rappelé ce matin, des membres de l'ultra-gauche appellent aussi à venir perturber cette manifestation. Donc, ce qu'envisage le ministre de l'Intérieur, c'est un énorme dispositif de maintien de l'ordre avec, comme le veut la doctrine, des forces mobiles, des CRS, des gendarmes mobiles, pour aller intervenir et tout de suite arrêter les tensions en cas de débordement au sein de la manifestation. En tout cas, ni LFI ni le RN ne veulent y participer à cette marche. Ça a été très clair du côté de Manuel Bompard dans la matinée, du côté de Jordan Bardella également. Écoutez. L'ultra-gauche a appelé à des violences contre les élus, contre ces différents rassemblements. Il y a des provocations qui sont aujourd'hui en cours et qui seront certainement à venir de la part de l'ultra-gauche. Et je suis moi responsable de la sécurité des élus et des députés du Rassemblement national. Par conséquent, je les ai appelés à la plus grande prudence. Nous rendons hommage à Quentin. Nous avons participé évidemment à la minute de silence à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et nous allons évidemment maintenant mener un combat qui est un combat politique pour faire en sorte que l'ultra-gauche soit mise hors d'état de nuire parce qu'elle est responsable aujourd'hui d'une dégradation sans précédent du climat politique dans notre pays. Vous avez entendu les arguments de Jordan Bardella ici et de Manuel Bompard pour la France Insoumise qui dit qu'il faut l'interdire, cette manifestation. Alors ce sont ces mots, le patron de la France Insoumise qui affirme, attention, cette marche en fait ce sera une véritable démonstration fasciste dans les rues, c'est ce qu'il dit. Plus de 1000 néo-nazis de toute l'Europe sont annoncés dans une volonté de vengeance mortifère. Pour moi, c'est pas la même chose. Ce qu'a fait Jordan Bardella en disant « n'y allez pas », c'est très astucieux. C'est très astucieux parce qu'il fait comme si, au fond, le Rassemblement national, ce ne serait pas les gens qui vont aller dans la rue. Des gens dont il essaye de se couper et dont a essayé de se couper pendant des années Marine Le Pen, qui effectivement a essayé de les mettre à distance. C'est d'autant plus intéressant que, je ne sais pas si vous avez lu le papier d'Abel Mestre dans Le Monde, qui est à la fois journaliste et historien de ces questions, il explique qu'en fait c'est la première fois où il y a une unité en fait de toutes les forces factieuses d'extrême droite. Unité pour Quentin. Et ces forces factieuses d'extrême droite, qu'est-ce qu'elles trouvent ? Elles trouvent que Bardella, il est mou du genou. Elles trouvent que Marine Le Pen, il est mou du genou. Et ils disent que s'il y a une vraie démonstration de force là, samedi, tu sais quoi ? C'est fini la dédiabolisation du Rassemblement national. Donc là, Jordan Bardella, il a bien compris que s'il était débordé par son extrême droite, il n'irait pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et ça, je pense qu'il l'a très très clair. Ce qui est en train de se passer, c'est assez clair dans le camp aujourd'hui de la France Insoumise. C'est que j'imagine qu'on doit d'une certaine façon espérer qu'il y ait des débordements. Bien sûr. Je ne parle pas de mort. Bien sûr. Qu'il y ait des débordements à Lyon samedi après-midi avec des groupuscules tout en noir, avec des croix celtiques, avec des signes fascistes, parce que ce serait une occasion pour eux de dire, vous voyez qu'il est valide notre combat de la nouvelle garde, qu'il est valide notre combat antifasciste. Vous vous moquez de nous en disant qu'il n'y a pas de fascisme en France. Eh bien, regardez ce qui s'est passé à Lyon. Il y a un fascisme. C'est l'objet de notre combat depuis des années et des années. Par conséquent, c'est QFD et on retourne comme ça une partie de l'opinion publique. Oui, alors, je nuancerais sur la volonté de la France Insoumise qu'il y a des débordements demain. Vous avez tort, parce que je pense que la France Insoumise a très envie de voir l'opinion publique se retourner. Et pour que l'opinion publique se retourne, il faut qu'il y ait des événements, des images qui la conduisent à se retourner. Oui, mais enfin bon, s'il y avait d'autres... J'ai pas dit que la France Insoumise rêvait qu'il y ait des morts. J'ai surtout pas dit ça. Non, mais bien sûr. Elle a peut-être envie qu'il y ait une manifestation vrai et brutal de fascisme, avec des images, filmées à Lyon, ça serait une façon de valider bien sûr. tout ce pourquoi ils se battent. Est-ce qu'il y a des néo-nazis dans la rue ? Bien sûr, là vous avez entièrement raison. Eric, sur Jordan Bardella, je suis entièrement d'accord avec Isabelle. Il manifeste une volonté de normaliser encore un peu plus son parti, et ses arguments, pour le coup, sont justes. Il n'est pas organisateur, il ne connaît pas les organisateurs, et surtout,
à l'heure des réseaux sociaux, Jordan Bardella et Marine Le Pen ne veulent pas qu'il y ait un député, un élu qui soit pris en photo avec un membre de l'ultra-droite. Parce que ça circulerait partout. Vous voyez ce qui se fait sur Raphaël Arnaud depuis une semaine. Toutes les photos qui montrent que la jeune garde était dans le service d'ordre de LFI sont partout en disant, vous voyez, il y a collusion. Donc Jordan Bardella prend la bonne position. Sur faut-il autoriser ou non, la question a été posée. Moi, je considère qu'effectivement, il faut autoriser cette marche, même si la famille de Quentin, c'est encore le temps bien sûr du deuil, et les obsèques auront lieu, me semble-t-il, ce week-end, mais il faut autoriser parce que, comme l'a dit Marie, comme l'a dit Marie, eh bien, nous avons une manifestation qui sera extrêmement sécurisée, plutôt que des rassemblements sauvages. En revanche, c'est pas la marche qui est dangereuse, c'est la soirée, c'est le soir tard. Parce que là, c'est la castagne. Dans les bars, ils connaissent exactement les points de rendez-vous, l'ultra-droite et l'ultra-gauche, où ils font la castagne. Mais il vaut mieux organiser cette marche. C'est peut-être le moment de mettre tout le monde en prison, pardon, excusez-moi d'être un peu... Ah mais je suis d'accord. Voilà, si on a vraiment 5000 gugus qui se tapent dessus, depuis un an, ça a augmenté de 50% la façon dont ils se tapent dessus à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, profitons-en de cette manif là pour faire un peu le ménage. Faire le ménage, absolument. Allons-y. Ouais. Vive Laurent Nunez. Les prisons sont pleines, vous répondra-t-on. Oui, c'est pas grave, on aura bien une petite place. Vous avez bien raison. On fait juste une courte pause et puis on va s'intéresser à l'enquête, donc après le meurtre de Quentin Desranques, avec 7 personnes qui viennent d'être mises en examen. Tout de suite. Sur l'affaire Quentin Desranques, mesdames, messieurs, où en est l'enquête ? 7 personnes ont été mises en examen. Regardez ce reportage qui fait un point très précis sur cette enquête de Florian Ferraud. Jacques-Élie Favreau, placé en détention provisoire, vient de passer sa première nuit en prison. L'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud est mis en examen. Monsieur Favreau a été mis en examen du chef de complicité de meurtre. Confirme qu'effectivement, monsieur Favreau n'a pas donné de coup direct susceptible d'avoir causé le décès de monsieur Desranques. Il ne s'agissait absolument pas d'un guet-apens, mais bien d'un affrontement. Une théorie confirmée par Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, ce matin. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un guet-apens. C'est une rixe entre deux groupes. Mais les deux groupes étaient là pour se battre. Et Thomas Soto qui s'est terminé par un homicide volontaire. C'est comme ça que l'a qualifié la justice. Le parquet a requis la mise en examen pour homicide volontaire de 6 suspects. Parmi eux, un autre proche de Raphaël Arnaud. Toutes les personnes mises en examen sont jeunes, âgées de la vingtaine. 2 d'entre elles refusaient de s'expliquer. Les autres reconnaissaient leur présence sur les lieux. Et certains admettaient avoir porté des coups à Quentin Desranques. En revanche, ils contestaient tous une intention homicide. Objectif désormais pour les 3 juges d'instruction saisis, affiner les responsabilités de chacun et retrouver les autres protagonistes ayant pris part aux violences. Voilà, Marie, on l'a entendu, l'assistant parlementaire donc est mis en examen pour complicité. Le procureur l'a dit, il n'a pas donné de coup, mais est-ce qu'on sait le rôle qu'il a joué ce jour fatidique ? Écoutez, le motif de mise en examen, complicité de meurtre par instigation. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il est soupçonné non pas effectivement d'avoir porté des coups de pied mortels, mais d'avoir incité en quelque sorte le groupe à commettre des violences. Il est par ailleurs mis en examen pour violence aggravée, pour avoir porté des coups à d'autres individus présents, mais visiblement dans les investigations qui ont été menées, il n'est pas vu en train de porter des coups de pied dans la tête de Quentin, ce qui est le cas de 6 autres personnes qui, elles, sont mises en examen pour homicide volontaire, avec, on l'a entendu, des profils très divers, mais des jeunes, 20 à 26 ans. Alors, il y a étudiants, employés dans le privé. Il faut savoir que parmi eux, 3 avaient des antécédents, notamment des antécédents de violence. On sait qu'il y en a un qui était notamment actuellement mis en examen est placé sous contrôle judiciaire dans une enquête menée par le parquet de Paris pour une agression d'un mineur de 15 ans dans le métro parisien, une agression suspectée d'être une agression antisémite. D'accord. Non mais enfin on est quand même au bout du rôle là, hein. Pardon. Hein. Moi je veux bien qu'on entende, comme on a entendu tout à l'heure Olivier Faure, mais vous vous rendez compte quand même de l'affaissement des institutions françaises. Moi je veux dire, comment Mélenchon peut-il faire ce cadeau à l'extrême droite ? Comment se fait-il qu'il fasse ce cadeau d'avoir pris Raphaël Arnaud comme député, en sachant qu'il était fiché S, en sachant qu'il avait créé la Jeune Garde, qui a engagé non pas 1, non pas 2, 3
proche, 3 de la jeune garde, 3 profils comme ça, et qui les a mis à l'Assemblée nationale. Comment on peut faire ça? Mais parce que c'est sa stratégie. Mais c'est sa stratégie. Mais c'est pas une stratégie de foutre en l'air, pardon d'être grossière, de foutre en l'air la République. Non mais comment? Je réponds de son point de vue. Je réponds, on peut la condamner bien évidemment, mais de son point de vue. La stratégie, depuis des mois, voire des années, il le dit même en 2013-2014, 2012, c'est qu'il considère que le RN arrivera au pouvoir. Il parie sur, évidemment, la candidature de Bardella, et il pense que Bardella gagnera, même si au fond, il se dit j'ai peut-être une chance, mais quand on voit la polarisation et quand on voit les enquêtes d'opinion, il me semble que il y a peu de chance. Il veut perdre pour pouvoir. Il veut perdre il ne veut pas forcément le pouvoir. Pour pouvoir dire à toute une partie de la gauche, vous avez rien compris au moment politique, le fascisme est au pouvoir, et dans la théorie trotskiste, est-ce que ça marche? Quand le fascisme est au pouvoir, la bourgeoisie, dit-il, a choisi, le grand capital a choisi le fascisme, et c'est toute la théorie trotskiste. Alors justement, est-ce que c'est validé par les sondages? Magali va nous montrer les sondages. Incroyable. Est-ce que la stratégie mise en place par Jean-Luc Mélenchon fonctionne au regard de ce qui se passe là avec la mort de... Est-ce après ce drame, est-ce que ce parti est devenu infréquentable? Regardez les résultats de ce sondage BAVA pour le Figaro. 32% des Français répondent qu'il faut faire barrage à LFI. Est-ce que c'est une proportion qui vous étonne? Avec, évidemment, dans le détail, pour les sympathisants PS, si ça change, ça reste sensible. Non, pas 32, c'est oui tout à fait, oui plutôt. Ça va vous additionner, ça fait... non, il faut additionner. Hein. Ouais. Donc vous avez 76. 76%. 76% et il reste des Français 33. Pensent qu'il faut rejeter toute alliance avec LFI, par exemple. Ça, c'est quand même, ça raconte quelque chose. C'est-à-dire que 76% des Français pensent bah oui, qu'il faut condamner quand même. 76% des Français pensent qu'il faut rejeter toute alliance avec LFI. On va même jusqu'à 81% au Parti socialiste, donc les premiers qui sont normalement impactés par ces alliances à venir. Non, c'est un désaveu. Pardon, mais ça prouve quand même, en tout cas du point de vue du PS, que François Hollande et Glucksmann ont la ligne claire. Oui, c'est François Hollande et Glucksmann dit zéro alliance c'est pas au second possible, tour des c'est fini. Et puis pardon, mais se faire contaminer par cette espèce de vocabulaire, il a parfaitement raison, Marcel Gauchet, de fasciste, antifasciste. Enfin, à force, si vous voulez, à force de traiter tout le monde de fasciste, en fait. Les mots n'ont plus aucun sens. Donc on peut casser la figure à tout le monde en fait, puisque n'importe qui est un fasciste. J'ai vu Daniel Obono qui traitait quasiment l'ancien président de la République, François Hollande, de fasciste. Enfin, je veux dire, si François Hollande est un fasciste ou assimilé, je veux dire, qui n'est pas fasciste en fait? Oui, mais alors moi je prendrais... On est tous le fasciste de quelqu'un. C'est ça. Et alors moi je suis en désaccord avec Isabelle sur le fait à l'école de journalisme, où les gens étaient très à gauche. Je me souviens, il y avait un jeune étudiant qui était dans la classe et qui était membre des jeunesses socialistes, qui était au Parti socialiste. Et les étudiants de l'extrême gauche l'appelaient le fasciste. Mais oui, mais parce qu'il était au Parti socialiste. Alors, donc on est tous le fasciste de quelqu'un. D'un mot, je suis évidemment d'accord avec Isabelle sur le fait que nous sommes tous désormais pris en étau et sommés, comme vous disiez hier, de choisir quelque part entre deux camps extrêmes. Soit vous êtes fasciste, soit vous êtes antifasciste. Mais en revanche, moi, ce sondage, je le trouve extrêmement intéressant et extrêmement inquiétant pour les partis de gouvernement et notamment pour la gauche modérée. Vous avez, certes, 76%, mais moi, le chiffre qui m'intéresse, c'est 33%. Vous avez 33% des Français interrogés, soit le double de ce que fait Mélenchon dans les sondages de la présidentielle. Le double. 33% des Français qui disent Mélenchon a raison d'être dans cette stratégie et donc de soutenir la jeune garde qui est un mouvement violent. Vous vous rendez compte, 33, un tiers des Français, un Français sur 3. Et lorsqu'on regarde les affinités partisanes de ce sondage, vous avez notamment chez Europe Écologie, qu'on pourrait penser proche du PS, qui en fait devient une succursale d'LFI. Naufrage. Seulement 13% des sympathisants écolos condamnent la stratégie de Mélenchon. 15% l'approuvent, 45% sans opinion. Vous avez 80% des sympathisants écolos qui soutiennent Mélenchon. C'est, me semble-t-il, un basculement dans la gauche de la gauche. Vous savez, je vous interromps juste 2 secondes. Les écolos, normalement, c'est pour voter sur l'environnement. Et maintenant, la seule chose qui les intéresse, c'est d'avoir l'air plus gauchiste que tous les gauchistes. Franchement, c'est un naufrage de ce parti. Mesdames, messieurs, autre naufrage, apparemment, c'est les discussions entre les États-Unis et l'Iran. Vous voyez, ce sens de la liaison, il peut être forcément très heureux. C'est compliqué en ce moment. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est compliqué car beaucoup le disent, la guerre entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran, ça pourrait être
Ça sera, même disent certains, pour ce week-end. On vous explique tout, à tout de suite. Alors mes amis, on va vous raconter un peu les coulisses de ce qui se passe dans une chaîne d'infos. Sachez qu'un certain nombre d'informateurs internationaux qui sont un peu partout au Moyen-Orient, au Proche-Orient, nous disent depuis un certain nombre d'heures que la guerre pourrait être déclenchée ce week-end. Bien évidemment, j'utilise le conditionnel, mais lorsque des sources sérieuses vous disent cela, entre l'Iran, bien évidemment, vous l'avez compris, et les États-Unis, lorsque des sources sérieuses vous disent cela, vous envoyez des reporters sur le terrain, c'est ce que nous faisons. Un certain nombre de nos journalistes, de nos équipes sont partis ces dernières heures. Voilà. En revanche, de son côté, lui, Donald Trump, qui n'a cessé de dire jusqu'à présent qu'il allait sans doute frapper, il temporise. Peut-être qu'il veut maintenir un effet de surprise, j'en sais rien, il temporise. Vous connaissez la fameuse phrase de Donald Trump ? Je leur ai donné 10 jours, je leur ai donné 12 jours. Ça marche pour l'Ukraine, ça marche pour tous les pays, ça marche aussi pour l'Iran. C'est ce qu'il a déclaré hier. Est-ce que c'est un coup de bluff du président américain ? Effectivement, il laisse encore sa chance aux négociations. Les mollahs ont donc une dizaine de jours pour trouver un accord. Écoutez. Vous avez dit aujourd'hui à propos de l'Iran que des choses graves allaient se produire. Des choses vraiment graves. Je ne vais pas vous en parler. Quel est l'objectif si les États-Unis lancent une frappe militaire ? Eh bien, soit nous concluons un accord, soit nous en obtiendrons un d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas vous en parler, mais soit nous parviendrons à un accord, soit ça sera malheureux pour eux. Quelle est la date limite pour parvenir à un accord ? Je pense que 10 à 15 jours suffirait. C'est à peu près le maximum. Qu'en pense le général François Chauvency ? Vous le saurez dans une poignée de secondes. Bonjour mon général. Quel teasing. Qu'en pense Renaud Pila, Isabelle Saporta ? Vous le saurez également. Qu'en pense Magali Barthès ? Vous le saurez dans un instant. Qu'en pense Didier Edjadi, réfugié politique iranien ? Vous le saurez dans une poignée de secondes, mais tout de suite, c'est Nivin Potros qui a la parole. Parce qu'on a entendu le président américain donner donc ce délai de 10 à 15 jours, sauf que des médias américains affirment que les premières frappes américaines pourraient avoir lieu dès ce week-end. Exactement, c'est l'un des deux scénarios qui a été présenté à Donald Trump selon des sources très proches du dossier. Une première frappe dès ce week-end qui serait très limitée, de faible envergure. Elle viserait quelques sites militaires, gouvernementaux. L'objectif, en fait, ce serait de faire pression sur Téhéran pour que le régime conclue un accord sur le nucléaire. La deuxième option, ce serait des frappes bien plus importantes qui pourraient durer plusieurs semaines jusqu'à la chute du régime des mollahs. Et c'est cette deuxième option que semble privilégier Donald Trump. Le président américain serait prêt, nous disent nos confrères américains, à lancer une campagne de grande envergure contre l'Iran. Et quelle que soit l'option retenue, Nivin, l'armée américaine, elle, se dit prête. Prête, voire même archi prête. On parle, écoutez bien, de la plus grande puissance aérienne déployée au Moyen-Orient depuis la guerre en Irak, depuis 2003. Ces dernières heures, 50 avions chasseurs ont pris la direction du Moyen-Orient. En plus de ces avions chasseurs, des avions cargo multiplient les allers-retours pour y acheminer des armes, des munitions. On a également vu des avions radars AWACS, des avions de ravitaillement quittant leur base européenne pour rejoindre la région. Un second porte-avions est également en route. D'après les toutes dernières informations, ça y est, il est en Méditerranée. On vous dévoilera les images dans quelques minutes, une fois que notre service de vérification... De l'USS Gerald Ford. Exactement. Le plus grand porte-avions du monde. Le plus grand, le plus moderne, ça y est, il aurait passé le détroit de Gibraltar, ce qui veut dire qu'il devrait arriver à destination dans les toutes prochaines heures avec son escorte, avec quand même 3 destroyers d'escorte. Et puis c'est le branle-bas de combat également dans les bases américaines avec de nouveaux systèmes de défense aérienne qui ont été déployés. Regardez ces images satellites, elles ont été capturées au-dessus de la Jordanie il y a à peine 2 jours. On y voit quoi ? Eh bien, des systèmes de défense, ça y est, déployés. Partout en fait où se trouvent des soldats américains, on a déployé des systèmes. Des avions ont également été rapatriés. Manque que le go du président américain. Et selon toujours une source très proche du dossier, Donald Trump y réfléchit beaucoup.
C'est vrai, merci beaucoup Nivine Potros pour la précision de tout cela. Maintenant, c'est vrai que quand je vois ces images-là, la dernière que vous venez de nous montrer, j'ai pris ça pour une dalle de béton, puis j'ai compris au bout d'un moment que c'était le désert et que les petits points noirs, c'était quoi d'ailleurs mon général? C'était des batteries patriotes? Oui. Des batteries patriotes. Bon, ça vous rassure, vous, le réfugié iranien, intellectuel, sociologue, en France, universitaire, qui plaidait depuis longtemps pour l'intervention militaire américaine? Là, franchement, avec votre prisme à vous, c'est rassurant. Vous qui rêvez d'intervention américaine en Iran, là, ça semble quand même fortement engagé. Comment renverser ce régime barbare? Bien évidemment, l'élément fondamental, c'est la lutte du peuple iranien, mais sans l'aide extérieure, c'est-à-dire donc l'intervention américaine, c'est pas possible de faire tomber ce régime barbare. Et donc, moi, j'étais toujours, depuis le départ, optimiste par rapport à cette intervention-là, malgré les différents éléments de discours, etc. Mais on avance vers le démarrage, effectivement, de l'intervention américaine. Et d'ailleurs, le milieu iranien, enfin, le régime iranien, il est très, très inquiet, si vous voulez. Et dans la presse iranienne, ils avancent effectivement comme quoi il y aura donc des objectifs suivants qui sont visés par des Américains, c'est-à-dire les bases, disons, de missiles en Iran, car au moment de la guerre de 12 jours, il y a 25 bases militaires, pour les missiles, et 19 d'entre elles ont été anéanties partiellement ou complètement. Donc il en reste 6. Mais également sur tous les systèmes, disons, de commandement militaire en Iran, et c'est véritablement, ça correspond au souhait profond d'une grande partie de la population iranienne. Général François Chauvency, on a peine à imaginer qu'on déploie ça pour ne pas intervenir, parce que arriver avec le porte-avions est une chose, mais quand on voit dans le détail les batteries de patriotes installées stratégiquement, tactiquement un peu partout, c'est plus que de l'intimidation. Là, c'est une réflexion stratégique globale. C'est pour rappeler qu'effectivement la force militaire se met en place. Donc dans un premier temps, on a eu ces déploiements, je dirais, très médiatisés des groupes aéronavals. Ensuite, en parallèle, vous avez le desserrement, c'est-à-dire les forces américaines au Moyen-Orient qui se sont dispersées dans la nature, les munitions dont on vient de parler et autres transports logistiques qui arrivent. Vous avez ensuite un certain nombre d'escadrilles d'avions de chasse. Il y en a au moins 6 identifiés. Ça représente en gros 120-150 avions qui se rajoutent aux 150-200 avions des 2 porte-avions, plus les autres bases américaines sur lesquelles il y a des avions, même s'ils n'ont peut-être pas forcément le droit de frapper à partir de ces bases, qui sont au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Donc un ensemble qui se met en place. Les patriotes dont vous venez de parler, qui vont assurer la protection non seulement des militaires américains, mais aussi en partie celle d'Israël. D'abord, vous savez, général, quand je vous entends, j'ai la musique, la Valkyrie dans la tête. Vous savez, cette fameuse scène dans Apocalypse Now, où il y a la puissance américaine qui arrive. Là, sur zone. Oui, nous sommes avec la puissance américaine affichée dans toutes ses composantes, sauf terrestres. Il faut bien souligner. Donc frappe à distance, c'est ça qui est essentiel. Actuellement, on pourrait estimer qu'avec les 12-13 destroyers qu'ils ont, c'est en gros 700 missiles Tomahawk. Un missile de Tomahawk, c'est 1600 km de portée, une précision extrême. En une portée, enfin une volée déjà de 300, vous détruisez tout ce qui aurait pu rester. Vous détruisez, enfin ce qui n'a pas été détruit la dernière fois. Les 300 autres restent encore en forme de dissuasion. Donc vous avez une capacité de feu qui est terrible, en plus de tout ce qui est renseignement en l'air, dont on a un petit peu parlé avec les AWACS tout à l'heure. Donc aujourd'hui, effectivement, tout se met en place sur la scène des opérations. Mais il n'y aura peut-être pas de frappe s'il y a un deal. Il nous l'a dit Donald Trump. Oui, donc s'il y a un deal, il n'y aura pas de frappe. La place encore à l'accord possible. Il y a d'autres signes. Je voulais qu'on écoute le Premier ministre polonais, parce que ça aussi, ça nous interpelle, parce que depuis plusieurs heures, on est en train de regarder tout ce qui se passe, les informations de presse américaines, les déclarations de Donald Trump, de l'administration de Donald Trump. Et puis, il y a les actes. Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui a demandé à tous les ressortissants polonais qui se trouvent en Iran à quitter le territoire. Mais alors tout de suite, là maintenant, sans plus attendre, écoutez. À tous les Polonais encore en Iran, partez immédiatement et ne voyagez dans ce pays sous aucune circonstance. Je ne veux faire peur à personne avec des évolutions possibles, mais nous savons tous de quoi je parle. La possibilité d'un conflit violent est très élevée. Dans quelques heures, une douzaine ou quelques douzaines d'heures, la possibilité d'évacuer ne sera plus envisageable.
Donc il faut. Oui, d'ailleurs, dans le scénario, je lis la petite phrase du bas en écoutant Donald Tusk. Une première frappe, ça sera peut-être plus qu'une frappe. Une frappe, ça sous-entend que c'est presque préventif. Tous les scénarios sont possibles, y compris quelque chose de brutal. Parce que quand on voit les moyens déployés... Magali Barthès. Tous les scénarios sont aujourd'hui en effet sur la table. Alors il y a cette idée en effet d'une frappe, une première frappe pour faire pression sur les négociations, parce que pour le moment quand même ça n'avance pas du tout. C'est-à-dire que les diplomates pensaient qu'avec le premier porte-avions, avec quand même cette montée en tension, les rounds de négociation allaient quand même aboutir. En fait, on s'est rendu compte quand même à Genève, là, que les Iraniens ne cédaient sur rien. C'est-à-dire que l'enrichissement de l'uranium, essayer de limiter leur arsenal balistique, qui sont les demandes américaines, pour le moment, le guide suprême dit non. Et donc, en fait, Didier Djadi nous répète, Magali, vous êtes là avec nous presque tous les jours, nous répète tout le temps que ils ne céderont jamais, et que même si dans des négociations ils font semblant de céder, ce sera un mensonge parce que c'est matriciel, c'est existentiel, dit Djihadi à chaque fois, pour la République islamique d'Iran, pour l'ayatollah Khamenei, c'est existentiel. Renoncer au nucléaire militaire, c'est renoncer à tout. Donc ils ne renonceront jamais. Ils ont trop investi, c'est leur garantie de sécurité. Et donc, on voit qu'il y a une façon certainement de vouloir essayer de gagner du temps du côté iranien. Mais là, il en va aussi de la crédibilité de la parole américaine. Donc, on voit que Donald Trump, en fait, est en train de se réserver comme ça toutes les options en déployant cette immense armada, en effet, le plus grand déploiement depuis la guerre d'Irak. Et après, advienne que pourra. Donc, peut-être une première frappe, pourquoi pas. En tous les cas, il y a aussi cette idée de frappe absolument massive pour en finir cette fois-ci. Moi, ce qui m'interroge quand même, juste d'un mot, c'est que c'est le contraire de ce qu'il a promis à ses électeurs au départ. C'est-à-dire qu'il y a quand même il va y avoir un problème politique aux États-Unis, parce que il y a une base de l'électorat MAGA qui est isolationniste, qui ne veut pas de guerre sans fin au Moyen-Orient. Donc là, ce serait pas juste une frappe en disant ça y est, j'ai gagné, je vais avoir un deal. Il n'y aurait pas de troupes au sol. C'est quand même l'essentiel. Oui, mais attention, parce que c'est quand même le doigt dans un engrenage. Comment comble-t-on, parce que l'armée américaine n'est pas sotte, comment comble-t-on le manque de troupes au sol? On sait très bien que les mollahs ont la capacité, on l'a vu avec les journées du 8 et 9 janvier, ont la capacité de tuer 30, 40, 50 000 personnes en 2 jours pour calmer la rue. Voilà. Et puis ils s'enterrent. Comment dire les choses, on ne sélectionne pas quand ils tuent. Est-ce que c'est même possible? Donc, dans mon général, est-ce que ça veut dire qu'ils vont essayer de distribuer des armes? Est-ce qu'ils ont des relais sur place? Non. Mon hypothèse de travail depuis 15 jours, c'est que dès lors qu'on met des Starlink qui peuvent s'introduire en Iran, pourquoi pas des armes? Il serait invraisemblable. Oui, ils ont fait rentrer, je le rappelle, 6 000 antennes Starlink. Donc, les Américains. Si ça peut rentrer, il n'y a pas de raison que des armes ne rentrent pas. Et effectivement, la population iranienne doit être armée. Si elle n'est pas armée, ça ne servira à rien ce qui va se passer. Donc il faut armer cette population iranienne pour qu'elle prenne en compte son destin. Et ça rejoint tout à fait ce qu'a dit Didier tout à l'heure. Si le peuple iranien n'est pas en premier, ce ne sont pas les frappes qui changeront énormément de choses. Elles en changeront un peu. Mais c'est un complément pour faciliter la transition. Les Iraniens espèrent des armes. Vous pensez qu'on livrera des armes de façon concomitante s'il y a cette action et ces bombardements américains? 3 éléments. On vient d'évoquer à plusieurs reprises, il peut y avoir également des commandos de la part des Américains au moment donc de leur attaque. Donc au sol, au niveau donc d'un certain nombre. Deuxième élément, que la potentialité de lutte, elle est toujours vivante. Et chez les étudiants, mais également les familles, tous, ils sont pas du tout désarmés face à la terreur et ils sont présents également. Deuxième élément. Troisième élément, c'est que effectivement, on vient d'évoquer également, au moment où il y aura donc les attaques américaines, il est possible que un certain nombre donc des Iraniens, des manifestants, puissent effectivement désarmer
donc les agents donc du régime et participer ainsi à la chute donc du régime. Et vous avez entendu Raphaël Grossi sur notre antenne il y a 2 jours. Il était l'invité de Darius Rochebrun. C'est le patron de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et lui, il le dit, il y a des risques effectivement de conflits majeurs au Moyen-Orient. Écoutez. Tout est à portée des bombardements américains. Et on l'a vu. Et c'est pour ça qu'il faut éviter que ça se reproduise, parce que on sait que, et là, je me réfère aux déclarations, je dirais, des part et d'autre, d'un côté et de l'autre. On sait qu'il s'agirait peut-être d'un épisode beaucoup plus violent, avec des conséquences plus graves, peut-être avec de participation des pays tiers. Donc je crois qu'il faut tout faire pour que ça puisse être évité. On l'entend avec les différents responsables politiques internationaux et tout, que la tension, elle est quand même maximale. Oui, la tension est maximale, mais moi, ce qui me frappe, c'est une fois de plus, mais évidemment, nous ne sommes pas surpris, l'absence totale des Européens dans ce dossier. On voit bien que l'on a les nouveaux maîtres du monde, les États-Unis de Trump, la Chine, la Russie de Poutine aussi, qui joue quelque part son rôle, la Turquie, et les Européens sont totalement absents, avec une incapacité. Et la conférence de Munich, Magali l'avait suivi et raconté aussi, la conférence de Munich où on a vu l'un des dirigeants américains trumpistes dit: ça fait des années que nous sommes déçus par les Européens. C'est une question qui était posée par notre confrère de quotidien, qui a réussi à avoir quelques mots et qui disait: alors les Européens sont encore des alliés, vous êtes plus fâchés avec eux? Et réponse du... pardon, mais je vous vois reprendre la dialectique du Trumpisme. Enfin là, on peut pas dire que ce soit un franc succès jusqu'à présent, ce qu'a fait Trump. Enfin moi, j'entendais le général... C'est pour ça que les Européens devraient agir. Je parle d'abord, nous on est un tout petit peu coincés en Iran, comme vous le savez. On a déjà des otages qui sont à l'ambassade et dont on voudrait qu'ils s'en aillent. Donc on est un peu coincés, nous, en tant que Français. Et par ailleurs, moi, je voudrais quand même rendre la parole au général. Vous comprenez quelque chose à ce que font les États-Unis? Ça a du sens, ça, de nous faire ce cinéma depuis des semaines, de masser de plus en plus finalement pour dire que oui, j'attaquerai peut-être, oui, je vais faire peut-être de la négociation. Est-ce que ça même non, mais les amis, regardez l'histoire du XXe siècle. Les guerres ne se déclarent pas en 1 minute 30. C'est compliqué. Il y a de la diplomatie. Regardez comment on arrive à 1914, comment on arrive à 1939. Il y a même un an de drôle de guerre où on se tire pas dessus en 39. Préparation militaire. Eric, j'espère qu'on n'arrive ni en 14 ni en 39. Écoutez, s'il y a une guerre entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran et un embrasement régional, ça peut être important. Non, enfin pour moi, ça ne me semble pas totalement incohérent ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui vient d'être dit. Il faut le temps d'amasser les moyens. Moi, ce que j'entends de Trump depuis le départ, il veut un deal. Quel que soit le deal, il en veut un. Donc déjà, il n'est pas là pour faire la guerre vraiment. Néanmoins, s'il veut se faire écouter, il faut qu'il mette des moyens militaires. C'est le bâton pour faire comprendre que ce serait bien de passer à la carotte. Voilà. Mais là, il sera obligé de frapper, non? Pour moi, s'il n'a pas un deal, mais ça je le dis depuis le départ, il sera obligé de frapper pour pas perdre la face. Et là, on revient aux questions politiques, de politique intérieure. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de force CRS, même s'il y a des commandos, mais les commandos on les verra pas, quelles que soient les pertes. Donc, dès lors qu'il n'y a pas de force CRS, je pense qu'une partie de l'opinion publique américaine acceptera, à condition qu'il y ait des résultats probants. Parce que c'est pas parce qu'on frappe qu'on a des résultats probants. Et ça, c'est la plus grosse difficulté. Et juste d'un mot, mais là, vous savez, quand Trump dit l'aide arrive en janvier, en fait, manifestement, d'après ce qu'écrit la presse américaine, en fait, c'est au Pentagone. On le dissuade d'y aller à ce moment-là parce que, justement, ce n'est pas prêt. Les bases ne sont pas assez protégées. Il n'y a pas assez d'armement dans la région. Donc, tout ce qu'on voit, en fait, depuis, c'est une préparation, justement, pour que les différentes options soient possibles pour Donald Trump. Donc, cette préparation, en effet, cette montée en puissance, elle prend fatalement des semaines. Il y a paradoxalement aussi chez les Iraniens un truc qui relève plutôt la mort que le déshonneur, ou plutôt parce que ils sont jusqu'au boutiste. Enfin sur les négociations qui n'aboutissent pas sur le nucléaire. Et puis ils continuent à montrer les muscles. On a l'impression qu'ils font tout pour se faire taper dessus. Ils continuent à montrer les muscles, mais ils continuent aussi à se préparer, tout comme les Américains. C'est très important de le dire. Ces derniers jours,
jours, ils ont fortifié notamment leur site nucléaire. Là également où il y a des usines de production de missiles, on voit des images satellites avec des fortifications qui sont en train de se mettre en place, des systèmes aériens qui sont également positionnés à proximité de ces sites stratégiques. C'est dire que de chaque côté, évidemment, les choses s'accélèrent et se préparent activement. Bien. J'ai l'impression que les deux pays ne veulent pas la guerre et pourtant elle aura lieu. Ouais. Didier Djadi, vous avez le dernier mot. Ils ne veulent pas la guerre. Juste un élément pour aller dans le même sens. On a entendu qu'effectivement le régime iranien, il a accentué la production des missiles. Par mois, ils ont annoncé 100 missiles, si vous voulez. Ils fabriquent. Peut-être il y a une exagération, mais néanmoins, ce n'est pas, disons, loin de la vérité. Et deuxième point, aujourd'hui, je pense que toutes ces préparations vont vers la guerre. En plus, effectivement, la relation entre les Américains et puis Reza Pahlavi s'est améliorée de plus en plus. Et donc, effectivement, on espère qu'il y ait effectivement des frappes américaines sur les installations donc du régime afin de finir. Et je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit par Renaud concernant l'absence des Européens. Il faut que l'Europe se réveille. Il faut que l'Europe participe également. Car le régime iranien, c'est un régime barbare et criminel et également l'ennemi de toute Didier Djadi, depuis que je suis sorti de l'école de journalisme en 1987, il faut que l'Europe se réveille. Je l'entends tous les jours. Ah, ça c'est sympa, là. J'aurais pu faire une carrière là-dessus. Hein. Il faut que l'Europe se réveille. Un livre même. Hein. C'est tous les jours sur le plan de l'Europe de la défense, l'Europe fiscale, l'Europe sociale, l'Europe de la diplomatie, l'Europe militaire. Il faut que l'Europe se réveille. C'est une bonne idée, ça. Allez. Nous sommes surendettés. Bon, on la connaîtra jamais. L'Europe réveillée, on la connaîtra jamais. Avec quel argent on fait la guerre? Merci beaucoup. En tout cas, on est très attentifs au cours du week-end, voir ce qui se passe du côté du Moyen-Orient. En tout cas, on va retourner en France sur le front des intempéries avec ces crues. Vous le savez, 3 départements sont encore en vigilance rouge aujourd'hui. La décrue va être extrêmement lente et on se pose une question dans notre émission. Est-ce que l'État a sacrifié nos campagnes? Est-ce que l'État a sacrifié nos campagnes? En tout cas, l'État a sacrifié les budgets pour solidifier les digues. Ça, c'est certain. Et si les digues craquent, c'est parce que personne ne les entretient. Regardez ce reportage d'Alexandra Vira. Bon, à bientôt. À bientôt. Sonia n'était pas revenue voir les dégâts avant aujourd'hui. Ces serres, remplies de fraises, ont été ravagées. L'eau s'est engouffrée dans une brèche et la digue a cédé. Un champ de ruines, des arceaux partout. En fait, je suis désemparée. Je ne sais pas par où je vais commencer, comment je vais m'en sortir. 100 000 euros de pertes et un sentiment de colère et d'injustice pour elle et ses voisins. Ah ben oui, ma récolte elle est foutue. L'État devrait peut-être mettre plus de moyens, nous aider parce que il y a de l'humain derrière les digues. Il n'y a pas que l'argent. L'État, au lieu de surveiller les digues, c'est-à-dire de mettre un peu plus d'argent en surveillance des digues, là ça va coûter encore une fortune à refaire. Et l'année prochaine, ça peut répéter ailleurs et c'est un gâchis. Dans le département du Lot-et-Garonne, plusieurs brèches se sont ouvertes face à la puissance de l'eau. Ici à Aiguillon, en vert sur l'image, ou encore à Couture-sur-Garonne. Et partout la même question, pourquoi les digues n'auraient-elles pas fait leur travail? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, au-dessus de 9 mètres de haut, l'eau doit pouvoir dépasser la digue pour inonder les plaines et soulager le niveau d'eau de la Garonne avant qu'elle n'atteigne la région bordelaise. C'est un système d'eniguement qui permet de canaliser le courant, de garder le courant à l'intérieur des digues. Par contre, et vous le voyez là-dessus, qui permet aussi de stocker, de faire bassin de stockage d'inondation. Sans les digues, on aurait les dégâts liés au courant qui viendraient se rajouter. Impossible de rehausser sans cesse les digues, car l'eau des rivières doit pouvoir passer pour s'écouler dans la Garonne. Il faut surtout pouvoir les entretenir, mais cela a un coût. L'agglomération ne dispose que d'un budget de 500 000 euros par an, en prélevant 15 euros de taxes par habitant. Et c'est une agglomération de 63 000 habitants qui doit payer les dégâts d'une eau qui peut arriver d'un dixième de la France, qui représente un bassin de population supérieur à 4 millions de personnes. C'est normal ça? Bien sûr que non. C'est effectivement un vrai problème d'injustice. On ne peut pas dire à un territoire, vous prenez toute l'eau et puis les dégâts qui vont avec et puis vous vous débrouillez. Les premiers travaux de réparation commenceront en avril. Ils pourraient atteindre les 10 millions d'euros dans ce secteur.
Mesdames, Messieurs, voici Coralie Dioum, spécialiste de la météorologie. Bonjour Coralie. Bonjour, Nous sommes également rejoints par Martial You. Bonjour Martial. Bonjour. Vous n'êtes pas spécialiste de la météo? Pas encore, mais vous savez, c'est tout terrain. Économiste, c'est forcément tout terrain. Nos confrères de RTL, bienvenue ici. Ça c'est terrible, il y a deux accusations. Ouais. Deux accusations. Attention. La première, c'est l'État a transféré l'entretien des digues aux collectivités locales, mais les collectivités n'ont pas d'argent. Pas les moyens. Donc elles n'entretiennent rien, presque rien. Première question que je vous poserai, est-ce que c'est vrai? Et la deuxième, c'est cette accusation. On est dans une zone grise, là, selon lesquelles les villes, pour ne pas être touchées, les grandes villes, Bordeaux, Toulouse, eh bien, s'arrangent, mettent en place des dispositifs pour que l'eau soit évacuée dans les campagnes, en amont des villes. En gros, ce sont les paysans, les agriculteurs, les ruraux qui trinquent quand il y a des inondations, plutôt que les citadins. Deux accusations. J'ai bien entendu Eric. Première question. On est entièrement d'accord, il y a un manque de moyens, mais énorme, sur l'entretien des digues. C'est-à-dire que lorsque l'on sait que les digues ne sont pas entretenues, juste pas entretenues, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on a donné voilà, on a refilé le bébé comme ça aux municipalités, aux mairies. Débrouillez-vous avec ça, mais on leur donne pas l'argent avec. Comment peuvent-ils entretenir des digues qui sont victimes d'érosion, d'infiltration, de la végétation qui vient créer des fissures, des animaux qui viennent faire des terriers au moindre coup de pression, comme là on a la pression de l'eau, imaginez un petit peu la moindre fissure, ça craque, et c'est ce qui s'est passé. On a quand même de nombreuses digues dans ces crues-là qui ont lâché. Donc là, il y a un manque de moyens crucial, et c'est un vrai problème, d'autant que non seulement on devrait les entretenir, ces digues, très très bien, ça devrait être vraiment comme du lait sur le feu, parce qu'en plus, elles ne sont même pas adaptées au changement climatique. C'est-à-dire que maintenant, avec le dérèglement climatique, on a tellement d'eau, on a tellement de pluie qu'elles ne sont plus adaptées. Donc non seulement on devrait les entretenir, déjà, ça c'est la base, mais les élever un peu. Mais les renforcer. Mais Coralie, elles datent de quand la plupart? Mais elles sont beaucoup trop vieilles. Des décennies, c'est pas adapté à la réalité du terrain aujourd'hui. Est-ce que j'ai répondu à votre première question? C'est très bien, j'ai compris. Donc ça c'est l'État qui s'est délesté sur les régions n'ont pas, les départements, les villes n'ont pas plus de budget. On leur donne la responsabilité, pas de problème, mais donnez-nous les moyens avec. D'accord. Sinon, c'est impossible à faire. En supprimant la taxe d'habitation. La deuxième accusation, on l'a vu dans le reportage, à un moment donné, il y a un cas très précis. Qu'est-ce qu'il attendait, Martial? Et j'allais dire, et avec en plus des injonctions contradictoires, c'est-à-dire entretenez les digues, mais préservez la biodiversité, donc n'enlevez pas, ne défaites pas, n'enlevez pas la végétation, faites très attention. Donc vous avez pas les moyens et en plus pas la possibilité de faire bien, puisque soit vous entretenez la digue, soit vous entretenez la biodiversité, mais c'est contradictoire. C'est ça, et ne les rehaussez pas pour ne pas contrevenir à ça aussi, à toutes les réglementations environnementales. Alors, c'est très compliqué en effet. Deuxième accusation, celle-là c'est du lourd. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans la ruralité, disent finalement, dans le plan de hydrologique, je sais pas, d'évacuation des eaux, en cas d'inondation, il est prévu qu'on déleste les grands bassins de rétention d'eau dans les campagnes pour éviter que la flotte inonde les grandes villes. Voilà. Il y a une adjointe au maire d'une toute petite ville en Gironde qui s'exprime dans le Figaro. Voilà ce qu'elle dit. L'État refuse qu'on augmente la hauteur de la digue pour éviter que le risque se reporte en aval et que les inondations aient lieu à Bordeaux. C'est une catastrophe. On inonde les ruraux pour protéger les citadins. Ça, c'est son affirmation. Mais dans notre reportage, on avait un cas précis. Vous voyez, cette digue, elle ne pouvait pas être plus haute parce qu'il fallait pas que la Garonne, finalement, aille plus haut pour aller se déverser à Bordeaux. Alors, c'est un marronnier. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement en cas d'inondation, en cas de crues et d'images spectaculaires comme on a en ce moment. Mais tout à l'heure, on a eu le maire également, qui n'était pas du tout d'accord avec ce qu'a déclaré son adjointe. Et il était ferme, il était absolument pas d'accord avec cette accusation. Il a parlé de théorie du complot. C'était complotiste de dire ça. Complètement. Enfin, mais en fait, mais moi je dis... Mais c'est une zone grise. Je suis d'accord avec vous. Ce maire se trompe, puisque ça a été dit dans le reportage. On interdit aux villes, aux petites communes, de surélever, parce qu'à partir de 9 mètres, on dit il faut que la Garonne se vide avant d'arriver à Bordeaux dans les champs. Alors ne dites pas que c'est pas du complotisme, c'est vrai, c'est prévu. Non, mais on généralise. Et il faut pas généraliser, parce que toutes les digues ne sont pas faites pour avoir la capacité d'être débordées. D'accord. Il y a des digues qui ne doivent pas, qui doivent arrêter l'eau, c'est la règle de base. Une digue, ça doit arrêter l'eau. Dans certains cas,
Et dans certaines configurations, et avec des plans établis au préalable, évidemment, on fait pas comme ça. Là, on a l'impression qu'on fait comme ça. Allez, hop, 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 là, on laisse, on sacrifie ces gens pour ces gens-là. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est très réglementé. C'est des plans établis. C'est des zones tampons. On appelle ça des zones tampons où on peut laisser déverser de l'eau pour, en effet, enlever de la pression pour limiter la catastrophe. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est généralisé, Eric. Et c'est en cela que je ne peux pas entendre qu'on sacrifie des campagnes pour les villes, alors qu'en ce moment, actuellement, on a des villes qui sont inondées. Sinon, ça ne tient pas la route. Effectivement, comment j'ai comment faire, Martial You ? Moi, je suis danger. Ouais. C'est très bien. Je vois ma ville sur les images, je vois qu'il y a des rues d'Angers, le quartier de la Doute qui commence à être sous l'eau. Quand on connaît, vous connaissez Nantes, j'ai du mal à imaginer qu'on inonde Angers pour sauver Nantes, d'une part. Et puis surtout, on sait très bien que c'est simplement la confluence de tous les ruisseaux qui arrivent sur la Maine à Angers, puis qui se déversent sur la Loire, qui fait que ça crée des inondations. Et quand on est à Saint-Florent-le-Vieil, à Saint-Georges-sur-Loire, on est habitué, les maisons sont en tuffeau, les sols évacuent l'eau. Bref, on vit avec ça depuis toujours. Et il n'y a pas de sacrifice. D'autant plus que si on regarde les chiffres, vous avez 46% des communes dans ce pays, 1 sur 2, qui a des zones inondables et des habitants dans ces zones inondables. 17 millions de Français vivent en zone inondable. Donc vous imaginez bien que le plan qui consisterait à imaginer qu'on va inonder 17 millions de personnes pour en sauver quelques-uns. Oui, mais dit comme ça, vous avez raison. Mais par exemple, en amont de la région parisienne, combien de 12, 13 millions d'habitants en région parisienne. Bon, il y a du côté de Troyes les fameuses retenues Orient, etc., des vastes retenues d'eau, voilà, qui sont liées à la régulation de l'eau pour le bassin hydrique de la région Île-de-France. Bon, ben voilà, à un moment donné, quand elles sont pleines à ras-bord, on fait quoi ? On les lâche dans Paris ? Non. J'imagine que des gens bien intentionnés font le choix de se délester en amont de Paris. Alors moi ça me choque pas, mais il faut que ce soit dit. Ça ne choque pas. Qu'on dise il y a 12 millions d'habitants à Paris, on va lâcher l'eau dans les champs avant. Mais ça me choque pas. Mais qu'on le dise. Pour moi, on se trompe de débat. On se trompe de débat, on cherche un responsable, on cherche à dire on sacrifie les uns pour les autres. Le responsable, c'est le changement climatique qui fait qu'on n'est pas du tout en mesure de pouvoir contenir les nouveaux risques. Et on a ces pluies qui sont de plus en plus diluviennes, on se prend le ciel sur la tête, Eric, et on ne peut pas, ni en campagne, ni en ville, maintenant, gérer les risques. Très bien, Coralie. Une citation que disait Nivine tout à l'heure d'un élu qui s'exprimait dans les colonnes du Figaro, le fait qu'on nous demande d'entretenir des digues, mais on n'a pas les moyens de le faire, et forcément, quand il arrive ça, c'est quoi ? C'est comme si on nous avait remis une maison sans porte, avec des trous dans le toit, et qu'on nous reprochait ensuite de ne pas pouvoir y vivre. C'était un cadeau empoisonné, ce transfert de compétences, dit-il. Merci beaucoup. Vous êtes bien pour venir faire des chroniques politiques, vous, hein ? Vous êtes remonté, là, je reste, hein. On m'a dit dans l'oreillette, c'est bon, je peux rester. Faut pas, oulala. Merci, Coralie Dioum. Bonjour, Coralie, merci beaucoup. Bon, voilà, il s'appelle Martial You, il décrypte l'actualité économique chez nos confrères de RTL. Merci Martial d'être avec nous. Alors vous publiez Les Dindons. Alors ça c'est intéressant. Regardez. Alors vous avez eu le titre de votre livre qui commence à cartonner d'ailleurs. Il est sorti il y a quelques jours. Une semaine. Une semaine chez Robert Laffont. Et c'est qui les dindons ? Qui sont voilà, première question. Vous voyez, on est tous payés mais des fortunes, des millions d'euros bien évidemment. Pour vous poser une question très intelligente. Qui sont en France les dindons ? C'est vrai que tout le monde se considère en réalité dindon. Moi depuis que je fais la promotion de ce livre, les gens viennent me dire je suis dindon, et ça quel que soit le revenu qu'ils gagnent, et c'est normal parce que en réalité les classes moyennes, ça ne fait que 3 générations qu'elles existent dans ce pays. Elles sont apparues en 1945 après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est nos parents ou nos grands-parents ceux qui ont fondé les classes moyennes. Donc on en vient tous. On a une culture globale qui s'apparente à celle des classes moyennes, c'est-à-dire qu'on croit à la valeur travail, on pense que faire des études ça permet d'avoir un bon travail, que les enfants auront on l'espère une condition sociale meilleure que la nôtre, lorsque l'on travaille, lorsqu'on paie ses impôts, c'est dans l'intérêt général, on vote. Enfin voilà, ça c'est les valeurs, on va dire cardinales de la classe moyenne, dans laquelle beaucoup de gens se retrouvent. Mais alors attendez, après, de Français moyens, classe moyenne, à dindon qu'on plume, bien évidemment, il y a quand même un fossé.
Comment devient-on dindon? C'est la faute de qui? Comment devient-on dindon? On est tous le dindon. Pourquoi les classes... Non, justement, pourquoi les classes moyennes françaises sont-elles devenues des classes dindons? Qui a fait ça? Est-ce que quelqu'un a voulu que les classes moyennes soient des dindons? Pour quelles raisons et qui est responsable? Il y a beaucoup de responsabilités. Moi, j'en mets une comme étant l'acte fondateur, c'est l'arrivée de François Mitterrand en 1981 au pouvoir. Pourquoi? Exactement. Pas pour être contre François Mitterrand ou contre le Parti socialiste, mais parce que d'un point de vue économique, il a changé le regard qu'on pouvait porter sur le travail. À ce moment-là, on a eu un ministère du temps libre, et puis il a joué sur le curseur de la durée de travail sur toute la vie, puisqu'il a avancé l'âge de départ à la retraite de 65 à 60 ans. Et les gens qui partaient à la retraite à cette époque-là, oui, effectivement, les ouvriers mouraient à 65 ans, donc ça paraissait logique. Ils avaient fait la guerre, ils avaient commencé tôt. Mais dans le même temps, il a aussi changé le temps de travail sur toute l'année, puisqu'on est passé de 4 semaines de congés payés à 5, et il a changé aussi le temps de travail sur la semaine, on est passé de 40 à 39 heures. Donc on a réduit en même temps sur tous les curseurs le temps de travail. Et ça, c'est une idée que la gauche a du mal à perdre, qui est de dire, si on enlève du temps de travail à ceux qui travaillent, ça va en donner à ceux qui n'en ont pas du travail. Non, ça marche pas. Ça, en pleine phase de mondialisation qui était celle des années 80, vous avez eu robotisation des usines et délocalisation. Et donc c'est là que ça a été fondateur et qu'on a commencé à vriller et à perdre les classes moyennes. Alors vous dites, si on taxe... Non, mais Martial a tellement raison. Si aujourd'hui... 80, 1980... Ce qui est intéressant, c'est que... Les jeunes, relisez l'histoire de 80... Ce qui est intéressant, Renaud Pilas, c'est que, en vertu du principe selon lequel l'enfer est pavé de bonnes intentions, Martial You, il nous dit, il n'y a jamais quelqu'un qui a dit, on va tout faire porter sur les épaules de la classe moyenne. Non, c'est qu'à chaque fois, c'était des idées sympas. Il n'y a pas d'éleveurs de dindons. On va faire... Il n'y a pas d'éleveurs de dindons, mais les dindons se sont... On va faire plus d'aide sociale, on va faire, tiens, c'est comme récemment, on a décidé de faire le repas au Crous dans les universités à 1 euro. Pour tout le monde. C'est sympa, sauf que c'est encore les mêmes. Ben oui, c'est ces dindons qui vont tout prendre sur les épaules. Mais parce que vous le voyez avec le sujet qu'on a eu hier sur ceux qui sont imposés sur la fortune immobilière, donc qui ont un capital immobilier de plus d'1,3 million et qui, pour 13 335 d'entre eux, ne paient pas d'impôt sur le revenu. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Tout le monde est d'accord pour dire qu'on est surtaxé d'un point de vue fiscal, évidemment. Mais c'est surtout que la base se réduit sur les dindons à chaque fois. Lorsque François Hollande sort, au moment du ras-le-bol fiscal, 2 tranches de personnes qui étaient imposées, les moins riches. Là encore, c'est pas critiquable sur le fond. On se dit tant mieux, c'est vrai, ils sont pauvres. D'accord, mais simplement vous réduisez la base de ceux qui paient réellement l'impôt sur le revenu. Ils sont moins d'1 sur 2, les foyers en France, à payer l'impôt sur le revenu. On quitte. Quel est le pourcentage de ceux qui paient On est à 47% de mémoire de foyers qui paient l'impôt sur le revenu. Donc 53% de foyers fiscaux français ne paient pas d'impôt. À la fois parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent ou parce qu'ils en ont trop et qu'ils ont la capacité d'optimiser. C'est-à-dire qu'on est pris en étau entre les super riches qui optimisent et ceux qui ne payent pas d'impôt. Et donc reste les dindons. Vous vous rendez compte? Reste les dindons, c'est-à-dire... C'est un titre choc quand même. Comme vous dites comment on vole les classes moyennes. Vous allez pouvoir continuer à développer, mais d'abord, on a été à la rencontre de ces classes moyennes. Des dindons. Ils se sentent dindons. Est-ce qu'ils se sentent effectivement volés, pour reprendre votre vocabulaire? Est-ce qu'ils se sentent floués? Regardez ce reportage de Julien Roux. C'est un concept particulièrement flou. La classe moyenne. Avez-vous le sentiment d'en faire partie? Oui, clairement. On n'est pas dans une classe très aisée, mais à côté de ça, on peut quand même avoir le privilège de prendre le train qui est assez cher pour partir en week-end. Je suis pas riche et je suis pas pauvre. Il y a des gens qui sont pires que moi. Je sais pas si je vais pouvoir rester effectivement bien longtemps dans la classe moyenne. Ça va être de plus en plus difficile. S'il n'existe pas de définition précise de la classe moyenne, l'Observatoire des inégalités estime qu'elle correspondrait à un couple avec enfants touchant 3 769 € net par mois, ou pour une personne seule, 2 094 €. C'est le cas de Laetitia, 28 ans. Cette commerciale dans un cabinet d'assurance en Normandie gagne, hors prime, 2 098 € net par mois. Oui, je vous rappelle au sujet de votre dossier. En CDI depuis 7 ans, elle a pu investir dans l'immobilier. Mais elle doit composer avec l'inflation. Moi qui suis en projet de rénovation de maison, les matériaux, les artisans, etc., ça a fortement augmenté. Elle attend un coup de pouce en faveur du logement. Jusqu'à présent, elle n'a bénéficié d'aucune aide. On est à peine au-dessus de la limite et du coup on n'a le droit à absolument rien. Un constat partagé à Montpellier par Perrine, 38 ans, psychomotricienne.
Mariés, 2 enfants en bas âge, le budget familial de 4 000 € par mois est de plus en plus serré. Moi, j'ai un petit qui porte encore des couches, donc tous les frais aussi liés à ça, à la puériculture, les frais de garde. Et ici, à Montpellier, on a eu aussi une grosse augmentation sur la cantine scolaire. Elle attend des aides plus conséquentes. S'il y avait un blocage des prix aussi sur certains produits, ça pourrait être intéressant, notamment les fruits et légumes. Bon, les amis, ça, ce sont des gens qui n'ont pas des revenus pharaoniques, qui sont dans le club des dindons, c'est-à-dire, ils sont combien les dindons en France ? Alors, moi, j'ai refait le calcul pour le livre, à la fois sur les revenus, on va dire, des dindons, et effectivement, je les place plutôt en famille, parce que dans l'idée même de la classe moyenne, le noyau familial, c'est ce qui est fondateur. Même si après, on peut avoir des accidents de la vie, divorcer, mais on devient vraiment classe moyenne. On entre dans la vie des adultes, on va dire, au moment où on se marie, dans l'esprit. Mais donc, j'ai calculé qu'on était pour un couple entre 2300 et quelques euros et 5000 €. Là, on est vraiment, et 5000 € à 2 net après impôt. Ça fait combien de Français ? Ça fait 2 sur 3. Vous en avez 60%. Donc on est une majorité de dindons. Il y a une majorité, bien sûr. Mais vous trompez pas, lorsque vous regardez une campagne parce que vous mettez les actifs dedans. Oui, et les retraités. Et les retraités. Ils sont pas dans les statistiques officielles. Parce que vous êtes politiquement correct. D'habitude, vous tapez l'argamanie sur les retraités. Non, Martial, ce sont des mini-dindons. Ce sont des bébés dindons, franchement. Ils ont créé en gros, l'avenir ou même le présent de la France repose sur combien d'actifs ? Parce que vous dites 40 millions de Français, en comptant les enfants, les papis, les mamies, etc. les actifs, ceux qui produisent, là, les dindons, ceux qui portent sur leurs épaules, ils sont quoi ? 20 millions C'est ça, oui, c'est à peu près le nombre d'actifs, et je crois que c'est 29 millions les actifs de mémoire. Donc on est dans cet étiage-là, entre 20 et 30 millions. La moitié des Français. Alors pourquoi on est volé ? Mais on est volé parce que, d'abord, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a les grands rêves de la classe moyenne qui sont sapés les uns derrière les autres. On est volé sur les études, c'est-à-dire par rapport à une époque où les études permettaient d'entrer dans la vie, d'avoir un bon métier. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une sorte de piège où si vous n'avez pas beaucoup d'argent, si votre enfant, vous ne pouvez pas lui payer une prépa médecine, vous avez personne dans les facs de médecine gratuite. Parce qu'il faut aller mettre son enfant dans une prépa pour qu'il réussisse le concours. Vous avez des pré-concours. Voilà, vous avez Parcoursup. Si vous voulez entrer dans une école de commerce, il faut faire un autre concours. Même si vous avez des écoles de commerce sur Parcoursup, il faut faire Access, il faut faire tout ça. Donc, vous voyez, il y a un monde. Alors, ils sont volés sur la formation, sur la formation. Ils sont volés même quand on veut faire leur bien. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de la voiture électrique. Leasing social. Formidable l'idée. Voilà, tout le monde va pouvoir rouler pour 100 € en voiture électrique, y compris ceux qui n'ont pas des gros moyens. Je dis, c'est un piège. Il va se refermer sur eux. Il y a 15 ans, on a dit à ces mêmes dindons, roulez en diesel parce que ça émet moins de CO2, on va vous offrir un bonus. Ils ont acheté, parce qu'ils sont bien disciplinés, c'est des bons élèves les dindons, ils ont acheté des voitures diesel. 15 ans plus tard, on leur dit, vous êtes des mauvais citoyens, vous polluez la planète. On va même vous interdire la ville à la rigueur. Et on leur dit, achetez une voiture électrique, on vous la fait à 100 € par mois. C'est formidable. Succès énorme. Parce qu'encore une fois, ils sont bien disciplinés. Mais ils sont souvent, pardon de le dire comme ça, mais le dindon, alors je vais être très polémique, ça va tous vous agacer. Le dindon est avant tout la victime des politiques sociales de la gauche. Quand là, Olivier Faure décrète avec Sébastien Lecornu, on va faire un petit programme de gauche, etc. 1 € le repas pour tous les étudiants, y compris les plus aisés d'ailleurs, en université au Crous, au centre universitaire, 1 € le repas. Bien évidemment, c'est le contribuable qui va payer, c'est lui, c'est votre dindon. Parce que vous trouvez que la droite n'est pas de gauche. Vous trouvez que la droite n'est pas de gauche en France. Est-ce que la droite n'a pas fait de réforme des retraites, elle n'a pas fait sous conditions de ressources, elle n'a pas réduit assez la dépense publique. On a des sénateurs de droite qui ont refusé certaines suppressions d'agences de l'État dans le dernier budget. La droite est hypocrite, la gauche est lâche. C'est ce que dit Perry, la droite. Non, mais raison. C'est ce que dit Pascal. Le RN, on comprend rien à son programme. Perry, il passe son temps à dire la droite est économiquement de gauche. Le RN, c'est historique. Le RN, on comprend rien à son programme économique. Et LFI, bon, c'est quand même compliqué. Chacun ses opinions, c'est quand même compliqué. Mais comment on s'en sort ? Comment on en sort alors les dindons ? Comment on sort les dindons ? Non, mais la dindonisation, je vais vous dire politiquement, la dindonisation de la France est très dangereuse. Parce que de tout temps, la démocratie a reposé sur les classes moyennes. Et aujourd'hui, si on est en crise politique grave, c'est parce que les classes moyennes sont dindonisées. C'est spécifique à la France ?
Il n'y a pas toutes les classes moyennes qui portent un peu le poids du pays. C'est très vrai en France, parce qu'on a un système de redistribution qui crée quand même des inégalités entre ceux qui paient le système et ceux qui en bénéficient. Et ça, c'est quand même très spécifique à la France. Vous avez une révolte des classes moyennes qu'on retrouve aux États-Unis. Ça, c'est très proche. C'est-à-dire les électeurs qui ont voté Trump, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle les blue collars, c'est-à-dire ces cols bleus, ces Américains qui travaillent, qui paient des impôts et qui ont du mal à finir le mois, c'est-à-dire à peu près aussi des dindons, donc des turkeys, on va dire en anglais. Mais donc voilà, des dindes. Mais donc vous avez, ça existe ailleurs. Mais quand je disais tout à l'heure, quand je parlais du piège de la voiture électrique, si je finis là-dessus 2 secondes, c'est-à-dire que c'est pas tant de payer 100 € pour une voiture électrique, à la rigueur, pourquoi pas, même si elle remplit pas toutes les fonctions dont a besoin une famille avec 4 enfants pour partir en vacances. Mais peu importe. Mais c'est surtout que dans 3 ans, ce couple-là, qui a voulu bien faire et qui roule en électrique, en étant un bon citoyen, on va lui dire, la voiture que vous avez là, elle a une valeur résiduelle, c'est comme ça qu'on dit, de 15, 14 000 €. Si vous la voulez, maintenant, il faut les mettre. Vous les avez, ils les ont pas. Dans 3 ans, je suis pas convaincu que l'État sera en mesure de financer la poursuite de ce forfait social des véhicules. Et donc, notre famille, dans 3 ans, elle est obligée de continuer à reprendre un leasing et donc de s'installer dans une sorte de loyer. Elle n'est plus propriétaire de sa voiture, mais en plus, elle n'a pas les moyens de le devenir. Pourquoi est-ce que dans cette France, qui est quand même l'État, il y a 196 pays dans le monde, Martial You, qui est quand même l'État, grosso modo, parfois le Danemark est devant nous, mais bon, qui lève le plus d'impôts, de taxes, cotisations diverses, qui ne sont pas des impôts. Bon, très bien. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de révoltes fiscales, finalement, en France? On est quand même des bons dindons, dans tous les sens du terme. On est des bons gros dindons, plumez-nous. Le dindon, il est bon. On râle un peu, on n'est pas content. Et attention, si vous nous plumez trop, on va voter Rassemblement National. Attention, attention, mais il n'y a pas de révolte fiscale dans ce pays. Il y en a un peu. Je pense, il y en a eu. Il y a eu les pigeons. Il y a eu les pigeons qui sont devenus des dindons. Les pigeons, c'était des chefs d'entreprise, donc c'était un peu différent. Mais si vous regardez bien, la victoire de François Hollande, elle se fait à quel moment il décroche? Quand il parle de fiscalité et qu'il dit je vais prendre 75% aux plus riches. Emmanuel Macron, à quel moment il décroche sur sa première campagne? Quand il dit je vais supprimer la taxe d'habitation. Quand vous dites il décroche? Oui, quand il décroche, quand il décolle. Quand il décolle. Ah, il décolle l'un et l'autre quand ils disent on va piquer aux riches. Quand il parle de fiscalité en réalité. On va taxer les riches. Quand il parle de fiscalité. Donc c'est pas finalement si inintéressant que ça. Mais moi je pense que la solution pour la prochaine présidentielle, parce que je suis convaincu que mes dindons, ils n'ont pas particulièrement envie de voter aux extrêmes, même si ça nous fait tous très peur. Mais en revanche, il faut, pour la fiscalité, qu'il y ait un programme de gens de droite qui pensent contre eux, contre eux-mêmes, parce que malheureusement, les gens de gauche, il faut qu'ils pensent contre eux-mêmes sur le social, sur le travail. Mais vous voyez qu'on pense contre soi-même, mais avec quand même des bases de réflexion qui soient des bases libérales et plutôt de droite, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à prendre en considération les problématiques. On est trop taxé. Donc c'est terrible à dire, mais qu'on soit très très riche ou qu'on soit très très pauvre, on a de toute façon intérêt à échapper à l'impôt et à trouver des astuces. Il y a quelques jours, je ne sais pas si vous en avez parlé ici, on a dit c'est incroyable, il y a une explosion des plans épargne-retraite. Mais c'est quoi l'explosion des plans épargne-retraite? On en a parlé mardi. Voilà, c'est quoi? C'est juste que vous avez des Français qui ont de l'épargne, parce qu'on le dit souvent, il y a 19% d'épargne. Et qu'est-ce qu'ils en font de cette épargne? Ils le mettent sur un plan d'épargne-retraite. Pas parce que ils se disent il faut préparer un régime des retraites qui est risqué. Non, parce que vous défiscalisez tout de suite lorsque vous faites un plan épargne-retraite. Donc il y a une course à essayer de payer moins d'impôts. Mais sauf que par moment, ça conduit à parfois de la fraude, parfois de l'optimisation, et surtout, ça déstructure le pacte républicain. Il faut revenir au consentement à l'impôt, c'est ça? Il est remis en question. Il faut surtout une base large de gens qui paient l'impôt, pas seulement moins d'1 sur 2 pour l'impôt sur le revenu, mais moins haut, c'est tout. Vous vous souvenez ce que disait Emmanuel Macron, c'était en 2023, il promettait une baisse d'impôt dirigée vers les classes moyennes. Vous allez nous dire s'il y a eu des effets ou pas. Écoutez le président de la République, c'était sur TF1. Oui, avant la C'est une autre époque. Les baisses d'impôts qu'on a faites sur les ménages se sont concentrées sur ces classes moyennes. Vous savez, on a prévu jusqu'en 2027 des dépenses, des recettes pour tenir aussi notre déficit et commencer à rembourser notre dette. Il y a 2 milliards de baisses d'impôts pour les ménages. Ces 2 milliards, j'ai demandé au gouvernement de me faire des propositions pour qu'il se concentre sur ces classes moyennes. Vous l'avez très bien dit. C'est-à-dire les Françaises et les Français qui travaillent dur, qui veulent bien élever leurs enfants et qui aujourd'hui, parce que le coût de la vie a monté, parce que la dynamique des salaires est pas toujours là,
ont du mal à boucler la fin du mois. Et il faut qu'eux, on les aide. Il y a eu des... Alors c'est vrai, Eric a raison, il y a eu la dissolution 1 an après. Mais il y avait eu des effets ou pas? Il y a eu des efforts. Mais les effets, des effets, pas trop, parce que, pas de chance non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, vous prenez une inflation qui explose à plus de 5% et avec des produits alimentaires qui prennent 25% pendant 2 ans, l'effet de ce que vous avez gagné sur la disparition de la taxe d'habitation ou sur une baisse minime de vos impôts sur le revenu, elle se voit pas. Vous êtes rattrapé par l'actualité. Et c'est ça ce qui est arrivé à la plupart des familles, parce que lorsque on a eu la polémique hier sur ces fameux impôts sur la fortune immobilière, c'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous êtes un dindon, votre salaire, il vous sert à mettre un tout petit peu d'argent de côté et puis à consommer. Donc, vous êtes celui qui paie les impôts sans véritablement d'avantage et en plus, le gros consommateur de TVA, donc d'impôts complémentaires. Et les chiffres, ils existent. À Bercy, on les a. Vous avez un taux de prélèvement obligatoire sur la plupart des ménages français qui est aux alentours de 45%, 47%. Et lorsque vous prenez les très grandes fortunes, ils sont à 33%. Ah, donc ils payent beaucoup moins. Ils payent beaucoup moins d'impôts puisqu'ils ne payent pas sur leur revenu. En réalité, ils paient, c'est la fiscalité du patrimoine, c'est la fiscalité du placement, des dividendes, et donc vous n'êtes pas imposé de la même façon. Vous avez le PFU, vous avez la flat tax qui vous plafonne à 33% l'ensemble de vos revenus taxés. Donc vous voyez, mais un dindon ne peut pas avoir de l'optimisation fiscale, acheter des logements pour faire du Pinel, pour défiscaliser ceci ou cela. Donc, c'est aussi simple et aussi bête que ça. La plus grosse association de dindons, c'est Contribuables Associés, finalement. C'est vrai. Sérieux. En tout cas, ils défendent les intérêts des dindons. Non, mais je vais vous dire pourquoi aussi, parce que nous sommes tous extrêmement individualistes, les Français. Franchement, c'est chacun son beefsteak, chacun pour sa pomme. Lorsque vous avez il y a un homme politique courageux il y a quelques années qui s'appelait Raymond Barre. Vous vous souvenez de Raymond Barre? Bien. Raymond Barre, il avait dit il faut que tous les Français payent l'impôt sur revenu. Tous. Je regrette. Même, alors je parle pas du sous-seuil de pauvreté, mais il y a énormément de ménages qui pourraient payer 100 € par an. C'est ce que vous d'impôt sur le revenu, 100 € par an. Et commencer par les 13 000 les plus riches qui payent pas, donc. Oui, mais tout le monde. Que ce soit en haut, tout le monde. que ce soit en bas, c'est ce que vous dites. Il faut élargir l'assiette. Merci beaucoup d'être venu sur pour montrer le livre, il faut leur montrer. Mesdames, messieurs, voilà. Merci beaucoup. Les dindons, moyennes. Comment on vole les classes moyennes, c'est notre credo, ça, mesdames, messieurs. C'est nous. C'est nous. Non, mais c'est un beau combat animalier. Merci à lui d'être venu. M'avoir accueilli. Merci. Vous restez bien évidemment sur LCI. Marie-Hélène Mélihy cet après-midi pour LCI Direct. Quant à nous, on se retrouve lundi avec Pascal Perry. Bonnes vacances à Eric. Je suis pas viré. Non. Oh là là. Mais vous prenez des vacances? Eh oui. Ah, vous prenez des vacances? À lundi. Bon après-midi. Il devient socialiste.